Mes parents m'ont dit que je ne pouvais pas assister à la fête de Noël parce que ma sœur se sentait mal à l'aise en ma présence. J'étais en train de brosser mes cheveux avant d'aller me coucher, quand un SMS illumina la pièce sombre, sa lueur tranchant à travers le calme de la même manière qu'un vent froid se glisse sous le bas d'une porte. Il était près de 23h30, trop tard pour n'importe quel message qui commencerait en douceur. Et celui-ci ne l'était pas. 3 lignes. Pas de salutation, pas d'explication, pas de gentillesse. Maya. Ne viens pas demain. Scarlett se sent mal à l'aise près de toi. Il vaut mieux pour la famille que tu ne viennes pas. Pendant un moment, je suis simplement restée à fixer l'écran, laissant les mots s'imprimer. Puis traîner, puis trancher. Mal à l'aise en ma présence. La fête de Noël que j'avais payée, le lieu que j'avais réservé. Le vin que j'avais commandé à l'avance. La salle privée que j'avais décorée avec des accents blancs et or parce que maman avait dit qu'elle voulait quelque chose d'élégant cette année. Ma propre famille me demandant de ne pas assister à un dîner que j'avais financé. C'était comme sortir de ma propre vie et regarder quelqu'un verrouiller tranquillement la porte de l'intérieur. Quelque chose en moi s'est immobilisé. Pas de colère, pas encore de chagrin. Juste le déclic froid et net d'une prise de conscience. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai simplement fait défiler l'écran jusqu'au numéro du restaurant, j'ai appuyé sur appel. Et quand le manager a répondu d'un ton enjoint, j'ai dit. Annulez tout. La personne qui paie vient d'être retirée de la liste. Le silence qui a suivi ressemblait à de la neige fraîche, croustillante. Intact et terrifiant de honte et d'honnêteté. J'ai posé le téléphone sur le comptoir et je suis restée là, sentant le calme envahir la cuisine. C'était étrange de voir à quel point un message aussi court pouvait donner l'impression de toute une enfance qui s'effondre. Je me suis rendue dans le salon, j'ai allumé la petite lampe près du canapé. Et je me suis assise en fixant la guirlande lumineuse que je n'avais jamais pris le temps de ranger depuis l'année dernière. Elle scintillait doucement, baignant la pièce d'une lueur tendre qui semblait presque moqueuse. J'ai su instantanément que cela ne concernait pas un malentendu soudain. Les familles ne vous éjectent pas de Noël du jour au lendemain. C'était la dernière étape de quelque chose qui se construisait depuis des années, lent, subtil. Et toujours enveloppé dans la même excuse, Scarlett est sensible. Toute ma vie avait été façonnée autour de cette phrase. Elle était la fragile, l'émotive, celle autour de laquelle on marchait sur la pointe des pieds. J'étais la stable, la forte. Celle que maman félicitait pour ne pas rendre les choses plus difficiles. Tous ces éloges s'étaient transformés en obligation. Et toute cette obligation s'était transformée en attente. Mais voir cela écrit noir sur blanc ne vient pas, a fait naître en moi une vérité que je ne pouvais plus ignorer. J'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran a illuminé la pièce d'une lumière plus dure, plus vraie. Mon curseur a survolé un fichier que je n'avais pas touché depuis des mois. Dépenses-du-foyer-non-partagé.xlsx. Le seul nom de ce fichier a fait se contracter quelque chose dans ma poitrine. J'ai cliqué. Des rangées de chiffres remplissaient l'écran, minuscules et implacables. Des années de reçus, de paiements, de virements. Tout ce que j'avais couvert en silence parce que quelqu'un devait bien le faire. Les factures de services publics impayés de Scarlett, les soins dentaires de maman. Les médicaments de papa, les loyers quand Scarlett oubliait. Les réparations d'urgence pour une voiture qu'elle avait accidentée et pour laquelle elle ne s'était jamais excusée. Des milliers de petits sauvetages cachés au sein d'un tableur que personne d'autre n'avait jamais vu. Faire défiler tout cela donnait l'impression de marcher à l'envers dans ma propre vie. En trébuchant sur chaque moment que j'avais laissé passer. Il y avait une ligne marquée en rouge que je me rappelais à peine avoir créée, deuxième hypothèque. Signature inconnue. Je l'ai fixée jusqu'à ce que les mots se brouillent. J'avais vu quelque chose il y a des mois qui ne me semblait pas correct. Quelque chose concernant des dates ou des signatures.
Mais j'avais été trop fatiguée pour creuser davantage, trop habituée à tout porter. Trop habituée à croire qu'il était de ma responsabilité de régler les choses en silence pour préserver la paix. J'ai fermé les yeux et me suis adossée. Soudainement, j'avais à nouveau 13 ans. Debout dans le couloir pendant que maman réconfortait Scarlett après une nouvelle crise. Ne l'énerve pas, Maya. Tu sais comment elle est. Ou à 17 ans. Quand j'étais allée chercher Scarlett après qu'elle ait percuté la voiture de quelqu'un et que maman avait chuchoté. Sois juste douce. Elle est fragile. Ou à 20 ans, quand papa avait perdu son emploi et avait dit, nous allons bien. Alors que l'hypothèque prenait du retard et que la maison oscillait au bord de la saisie. C'était moi qui avais appelé la banque. C'était moi qui avais viré le montant. C'était moi qui avais sauvé la maison. Et pourtant, me voilà, non invité à Noël. L'appartement autour de moi est devenu plus silencieux à mesure que ces souvenirs s'installaient. Pas de manière douloureuse, mais avec une sorte de clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je n'étais pas en colère, pas encore. Ce que je ressentais était le déploiement lent de la vérité. Une vérité que j'avais enterrée sous la responsabilité, sous la culpabilité. Sous l'illusion qu'être fiable signifiait être aimé. Mon téléphone a vibré à nouveau, mais je l'ai ignoré. Je n'avais pas besoin de lire un autre message m'expliquant pourquoi ma présence était inopportune. J'avais passé des années à être opportune. Je me suis levée et suis allée à la cuisine, j'ai versé un verre d'eau. Et j'ai remarqué que ma main ne tremblait pas. Cela m'a surprise. Au lieu de m'effondrer, je me sentais stable. Plus stable que je ne l'avais jamais été en jouant ce rôle pour eux. C'était comme si le message avait détaché quelque chose de lourd que je traînais depuis des années. Le fichier sur mon ordinateur portable brillait faiblement de l'autre côté de la pièce. Je suis retournée m'asseoir et j'ai continué à faire défiler la liste. Parcourant des années de contributions silencieuses, les cours ratés de Scarlett, les médicaments saisonniers de maman, les paiements d'assurance oubliés de papa. Je pouvais retracer ma vie à travers ces chiffres plus clairement que dans n'importe quel album. Photos de famille. Quelque part entre le défilement de l'écran et ma respiration, j'ai réalisé que Noël n'était pas la première fois qu'il m'excluait. C'était simplement la première fois qu'il le disait à haute voix. J'ai fermé lentement le tableur, laissant le couvercle retomber avec un doux déclic. Je me suis assise dans la pénombre, écoutant le bourdonnement lointain du chauffage, sentant le poids de la nuit s'installer autour de moi. Ce n'était pas de la solitude. C'était encore moins un chagrin d'amour. C'était de la reconnaissance, froide, claire, impossible à ignorer. Demain ne serait pas le Noël qu'ils attendaient. Ce serait le Noël où j'ouvrirais enfin les yeux. Je me suis réveillée plus tard que d'habitude. Le genre de sommeil qui ne rafraîchit pas autant qu'il permet au corps de s'éteindre pendant un moment. La lumière qui rampait à travers les stores était douce et froide. Le genre de soleil d'hiver qui ne réchauffe vraiment rien. Mon téléphone était posé face contre terre sur la table de nuit. Pas d'appel manqué, pas de message demandant si j'allais bien. Rien de la part de maman, rien de la part de papa, et certainement rien de la part de Scarlett. Pendant un moment, je suis restée immobile, à écouter le silence. C'était étrange de voir à quel point une famille pouvait rapidement faire d'une personne un fantôme. La discussion de groupe a sonné 2 fois pendant que je me brossais les dents. Un autocollant de sapin de Noël de dessin animé de la part de Scarlett. Un emoji de cœur de la part de maman juste en dessous. Personne n'a demandé où j'étais. Personne n'a mentionné l'annulation. Personne ne semblait remarquer l'absence de la personne qui avait payé pour toute la célébration. J'ai fixé ce petit fil de message et j'ai senti quelque chose de minuscule bouger en moi. Ce n'était plus de la douleur. C'était de la clarté. Je suis entrée dans le salon, me suis assise sur le tapis. Et j'ai ouvert à nouveau mon ordinateur portable. Le tableur est apparu comme une mémoire musculaire, des rangées de chiffres, des dates, des notes.
Toutes les pièces de ma vie que j'avais essayé de garder ordonnées pendant que tous les autres dispersaient les leurs au vent. Les premières entrées étaient minuscules, presque mignonnes avec le recul. L'argent pour l'essence de papa lorsque son camion ne voulait pas démarrer. 50 $ pour les frais scolaires oubliés de Scarlett. 85 $ pour une facture de service public que maman jurait avoir déjà payée mais d'une manière ou d'une autre ne l'avait pas fait. De petits sauvetages, de petits sacrifices, tout cela était si normal à l'époque. Faire défiler ces premières années ressemblait à feuilleter un vieux journal intime. La version de moi qui croyait encore qu'intervenir était une preuve d'amour. Qu'être fiable signifiait être désiré. Je me suis arrêtée sur une entrée datant de mes 20 ans, allègement hypothécaire, 5800 $. Urgent. Je me suis souvenue de cet appel téléphonique. Maman feignant le calme. Papa disant qu'il trouverait une solution. La panique sous chaque mot. J'avais conduit pour rentrer chez moi ce week-end-là et j'avais payé le montant sans leur dire que j'avais dû vider la majeure partie de ce que j'avais économisé. Je pensais que sauver leur maison à l'époque signifiait nous ancrer en tant que famille. Je ne savais pas que je ne faisais que renforcer l'histoire qu'ils avaient passé toute ma vie à me raconter. Scarlett était la fragile et j'étais la forte. Scarlett avait besoin de protection. J'étais la protectrice. Scarlett provoquait le chaos. Je nettoyais. Et le plus fou dans tout ça? Je ne m'en formalisais même pas à l'époque. Je le croyais. Je croyais qu'être stable était mon rôle, quelque chose de noble, quelque chose de choisi. Et non quelque chose qui m'avait été assigné avant que je ne sois assez âgée pour comprendre le poids de cette tâche. J'ai avancé de quelques années dans le tableur. Le nom de Scarlett a commencé à apparaître plus souvent, des lapsus d'assurance automobile. Des frais de collège communautaire pour des cours qu'elle n'avait jamais terminés. Un achat de maquillage de 400 $ qui avait fait basculer son compte dans le rouge et qui, d'une manière ou d'une autre, avait fini sur mes genoux pour être réglé. Elle en riait toujours. Maman soupirait toujours et demandait, juste pour cette fois? Ce n'était jamais juste une fois. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé remonter les souvenirs. Scarlett qui pleurait parce qu'elle avait raté un examen partiel qu'à peine elle avait étudié. Maman me disant de ne rien dire de contrariant. Scarlett se faisant arrêter par la police et m'appelant, pas maman, pas papa, moi, pour venir la chercher. Je me suis rappelé avoir conduit au milieu de la nuit parce que personne d'autre ne pensait devoir le faire. Tu es la forte. Maman le disait toujours, ce compliment qui s'était transformé en chaîne. J'ai chassé ce souvenir et je suis retournée au tableur. Les entrées les plus récentes étaient plus sombres, des chiffres qui grimpaient. Des notes vagues et hâtives. Des paiements de loyer lorsque Scarlett avait emménagé dans un appartement qu'elle ne pouvait pas se payer. Des frais provenant de boutiques où je n'avais jamais mis les pieds. Des factures médicales que maman insistait pour dire qu'elles n'étaient pas un gros problème. Mais qui finissaient tout de même par atterrir sur ma carte parce que l'assurance avait mélangé quelque chose. Parcourir tout cela donnait l'impression de regarder une lente fuite d'eau inonder toute une maison. Au moment où j'ai atteint les 2 dernières années, le schéma était indéniable. Les dépenses n'étaient plus minimes. Ce n'étaient pas des erreurs ou des oublis. C'étaient des attentes silencieuses, non dites. Le genre de choses autour desquelles les gens construisent des structures familiales entières. J'ai cliqué sur l'entrée marquée en rouge, 2e hypothèque, signature inconnue. J'ai zoomé, étudiant l'image. C'était juste un aperçu flou, le genre de photo que quelqu'un prend à la hâte. La signature était censée être celle de papa, mais la courbe du R était fausse. L'inclinaison était fausse. Tout y était faux. Un frisson m'a traversé. J'ai essayé de me rappeler quand je l'avais signalé. Était-ce le printemps dernier? L'été dernier? Je me rappelais avoir remarqué la non-concordance, en me disant que quelque chose clochait. Mais j'avais dû laisser couler. Trop d'incendies à éteindre.
Trop d'urgences étiquetées juste pour cette fois. Mon esprit est revenu à un autre souvenir, un auquel je n'avais pas pensé depuis des années. J'avais 17 ans, et Scarlett avait fracassé une voiture empruntée. Maman avait paniqué et m'avait supplié, s'il te plaît. Ne dis pas à ton père comment c'est arrivé. Il ne peut pas supporter ça en ce moment. Papa, quand il l'a su, n'a pas crié sur Scarlett. Il m'a regardé et m'a dit. Pourrais-tu couvrir la réparation jusqu'à ce que nous réglions les choses? Je l'ai fait. Bien sûr que je l'ai fait. Maintenant, en fixant cette ligne de deuxième hypothèque, j'ai senti une vieille vérité remonter à la surface. Chaque fois qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour absorber une erreur, ils me choisissaient. Chaque fois qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour cacher un désastre, ils se tournaient vers moi. Et chaque fois que Scarlett avait besoin d'une issue de secours, ils m'utilisaient comme coussin. J'ai fait défiler à nouveau. Venaient ensuite des centaines de petites transactions. Mais elles racontaient une histoire plus vaste, Scarlett vivait bien au-dessus de ses moyens. Des produits de soins de la peau de créateurs, des frais de voyage anodins. Des courses en Uber à 2 heures du matin. Des courses dans des supermarchés de boutiques situés nulle part près de son appartement. Je me suis rappelé que maman avait dit un jour, Scarlett est créative avec son argent. Non, Scarlett était créative avec le mien. Une douleur vive s'est propagée dans ma poitrine. Pas un chagrin d'amour, mais de la reconnaissance. Ce n'était pas nouveau. Ce n'était pas surprenant. C'était simplement la première fois que je m'autorisais à le voir sans en adoucir les contours. J'ai fermé l'ordinateur portable un instant et me suis frotté le visage. La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du chauffage. L'horloge au mur faisait tic-tac régulièrement, un son que je trouvais généralement réconfortant. Maintenant, il me rappelait simplement combien d'années avaient passé pendant que je restais immobile pour garder tout le monde stable. J'ai repris l'ordinateur portable, faisant défiler l'écran vers les saisons de Noël du passé. De petites notes que j'avais oubliées. À acheter des produits de boulangerie pour la fête de bureau de Scarlett. À couvert l'échange de cadeaux de maman. À payer l'acompte pour le dîner de Noël 2021. Découvert de Scarlett encore une fois. Puis je me suis souvenu d'autre chose. Un Noël d'il y a 2 ans. Lorsque j'étais arrivée en avance et que j'avais entendu maman et Scarlett chuchoter dans la salle à manger. Ne laisse pas ça traîner, avait dit maman. Si Maya le voit, elle va poser des questions. Elle s'était tue lorsque j'étais entrée. Quand j'avais demandé si tout allait bien, Scarlett avait répondu. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu t'inquiètes trop. Je les avais crus. Maintenant, ce souvenir me frappait comme un camion en mouvement lent. Elle ne cachait pas une surprise ou un cadeau. Elle cachait des factures, des dettes, des preuves. Je me suis adossée contre le canapé, la réalisation s'installant clairement. Elle m'excluait de certaines parties de la famille bien avant qu'elle n'ose m'exclure de Noël. Mon téléphone a vibré à nouveau, vibrant contre la table. Je l'ai ignoré. Il n'y avait plus rien qu'elle puisse dire ce soir que j'y avais besoin d'entendre. Le tableur brillait sur l'écran. Un enregistrement silencieux de 14 ans passé à être la forte pendant qu'elle construisait tout un écosystème autour du confort de Scarlett et de mon silence. Ce n'était pas une accusation. C'était un miroir. Et pour la première fois, je m'autorisais à le regarder droit en face. Mes yeux sont retournés vers la ligne signalée en rouge près du bas. Si cette signature hypothécaire n'était pas celle de papa, alors qu'il avait signé? Et si elle m'avait caché cela? Qu'avait-elle décidé d'autre que je n'avais pas besoin de savoir? La pensée s'est installée dans ma poitrine. Lourde, mais claire. Quoi que ce soit, quoi qu'elles aient fait dans mon dos, cela allait plus loin que Noël. Plus loin que l'argent, plus loin que le favoritisme. C'était un schéma auquel j'avais été trop loyale. Trop pleine d'espoir ou trop fatiguée pour voir. Plus maintenant.
Je me suis assise dans la cuisine, les deux mains enroulées autour d'une tasse dont je ne buvais pas, fixant la légère condensation qui glissait le long de sa paroi. L'appartement était silencieux, à l'exception du tic-tac régulier de l'horloge murale. Chaque déclic atterrissant comme un rappel que le temps avait avancé. Même lorsque j'avais été trop occupée à maintenir tout le monde ensemble pour le sentir. La ligne signalée en rouge du tableur « Deuxième hypothèque ». Signature inconnue planait dans mes pensées comme un avertissement que j'avais ignoré. Maintenant que je l'avais revu, je savais que je ne pourrais plus détourner le regard. J'ai posé la tasse et j'ai ouvert mes emails, ayant l'intention de me distraire. Mais mes yeux se sont figés sur un message enfoui dans un vieux dossier. Un email non lu de l'année dernière. L'objet disait « Clarification nécessaire ». Il venait d'un agent de près d'une banque locale du Missouri. J'ai ressenti le même frisson que lorsque j'avais trouvé cette entrée d'hypothèque. J'ai cliqué sur l'email. C'était court, poli et terrifiant. Veuillez confirmer les informations du garant pour la demande de votre proche. Mon nom était inscrit sous la mention garant. Je n'avais jamais répondu. Je ne l'avais même pas vu. Scarlett avait dû penser qu'elle avait eu de la chance cette fois-là. Peut-être qu'elle supposait qu'elle pourrait avoir de la chance à nouveau. Je me suis adossée à la chaise, sentant mon pouce accélérer. Tous ces petits moments que j'avais haussés d'épaules commençaient à s'aligner dans mon esprit comme des pièces d'un puzzle. Des moments que j'avais balayés pour préserver la paix. Des moments qui prenaient maintenant un sens plus sombre. J'ai pensé à la voix de maman il y a des années, étouffée et pressée, me disant « Tu n'as pas à t'inquiéter pour les factures ». À l'époque, je pensais qu'elle voulait dire qu'elle ne voulait pas me stresser. Maintenant, je réalisais qu'elle ne voulait pas que je pose de questions. Et j'ai pensé à Scarlett, souriant comme un enfant qui n'avait jamais à faire face aux conséquences. Lâchant des indices que je n'avais jamais pris au sérieux. Une fois, elle avait tenu ma carte de crédit pendant que je payais les courses et avait dit « Cette limite est tellement bien, Maya. Je ne peux même pas imaginer en avoir une comme ça. » À l'époque, j'avais ri nerveusement et n'avais rien dit. Maintenant, ce souvenir ressemblait à un avertissement. J'ai expiré lentement. Le mode de vie de Scarlett n'avait jamais correspondu à ses revenus. Des produits de soins de la peau de créateurs, des voyages de week-end de dernière minute. De nouvelles chaussures à chaque saison. Lorsque je demandais comment elle pouvait se payer tout cela, maman avait toujours une réponse toute prête. Elle obtient des rabais. Ses amis la traitent. Elle se débrouille bien. Mais rien dans les habitudes de dépenses de Scarlett n'avait jamais été ingénieux. Et certainement rien dans les frais de boutique que j'avais vus dans mon tableur des frais. Provenant d'un magasin situé à moins d'1 kilomètre de son appartement n'avait quoi que ce soit à voir avec la créativité. Ces paiements n'étaient pas les miens par accident. Ils étaient les miens parce que quelqu'un le voulait ainsi. Un nouveau souvenir a refait surface. Un que je n'avais pas réussi à chasser depuis que je l'avais redécouvert. Un colis livré dans mon appartement il y a 2 ans. Un sérum haut de gamme valant bien plus que ce que je ne dépense jamais en soins de la peau. L'étiquette d'expédition portait mon nom de famille, mais le prénom de Scarlett. Je lui avais envoyé un SMS à l'époque, lui demandant si elle avait eu l'intention de me l'envoyer. Elle avait répondu « Oups, mon erreur », avec un emoji qui riait. Maintenant, je comprenais que ce n'était pas une erreur. C'était un test. Un petit, une répétition. Je me suis levée et j'ai arpenté la longueur de la cuisine, le mouvement manquant. Je pouvais imaginer Scarlett. Les mains tremblant d'excitation alors qu'elle remplissait des formulaires en utilisant des bribes de mes informations. Testant les limites de la même manière qu'un enfant teste une clôture électrique. Poussant jusqu'à ce que quelqu'un les arrête. Mais rien n'avait jamais arrêté Scarlett. Ni maman, ni papa, ni moi, parce que j'étais trop occupée à être la personne stable. Mon cœur s'est serré lorsqu'un autre souvenir a fait surface. Le dîner de la fête des mères il y a 2 ans. J'étais arrivée en avance.
portant un bouquet de tulipes et un gâteau de la boulangerie que papa aimait. En marchant vers la salle à manger, j'avais entendu maman chuchoter sèchement. Ne laisse pas la paperasse traîner. Elle va poser des questions. La pièce s'était tue quand j'étais entrée. Scarlett avait souri trop vite, sa voix trop enjouée, me posant des questions sur le travail. Sur le temps, sur tout sauf sur ce dont elle venait de discuter. J'avais fait semblant de ne pas remarquer. Elles avaient fait semblant que tout allait bien. Maintenant, je me demandais quelle paperasse je n'étais pas censée voir. Je suis retournée à mon ordinateur portable et j'ai cliqué à nouveau sur le tableur. Plus de lignes, plus de chiffres, plus d'indices que j'avais manqués. Puis un autre souvenir m'a frappé, la visite aux urgences de Scarlett il y a 3 ans. Elle s'était évanouie lors d'une fête tard dans la nuit. Et quelqu'un l'avait conduite aux soins urgents. Maman m'avait appelé, paniquée, me demandant si je pouvais venir car Scarlett a besoin de toi. Lorsque l'hôpital avait demandé les informations d'assurance, Scarlett avait tendu ma carte. Je l'avais arrachée, embarrassée. Et j'avais payé la facture moi-même juste pour faire sortir tout le monde de la salle d'attente plus rapidement. Je n'ai jamais demandé comment Scarlett s'était retrouvée avec ma carte. Je n'ai jamais demandé pourquoi maman ne l'avait pas arrêtée. J'étais trop fatiguée, trop habituée à arranger les choses. Maintenant, l'épuisement que je ressentais ne venait pas du fait d'arranger les choses. C'était de réaliser combien de choses j'avais laissé glisser entre mes doigts en essayant d'être la bonne fille. J'ai ouvert un autre dossier, de vieux emails que Scarlett m'avait envoyés. L'un d'eux est sorti du lot. Une mauvaise pièce jointe datant d'il y a 2 ans. Un formulaire avec des sections vides. Une demande de prêt. La ligne du garant effacée. Le curseur clignotant là où un nom aurait dû être. Elle me l'avait envoyé par accident, puis avait immédiatement envoyé un SMS, ignore ça. OMG. Mauvais fichier. NDR. Elle ne s'était pas trompée. Elle répétait. Mes mains étaient froides. Je les ai frottées l'une contre l'autre. La pièce semblait trop calme, comme si la vérité épaississait l'air. Je me suis souvenu de papa, aussi. Son silence. Pas hostile, pas négligent, juste vaincu. La façon dont il intervenait seulement pour reculer à nouveau, laissant maman orchestrer tout. Sa signature sur les documents de refinancement que j'avais aidé à rembourser quand j'avais 22 ans n'avait pas l'air tremblante à l'époque. Pas comme la signature sur la ligne signalée du tableur, les lettres inclinées. Les traits incertains. Cela ne correspondait pas. Je n'étais pas quelqu'un que l'on trompait facilement sur l'écriture manuscrite. J'avais signé suffisamment de documents pour eux tous pour connaître la différence entre la main de quelqu'un et la tentative de quelqu'un. Je me suis assise à nouveau, soudainement vidée. Le chauffage bourdonnait régulièrement. Dehors, la rue était calme, recouverte d'une lumière hivernale. En moi, quelque chose était en train de bouger, quelque chose de fragile se fendillait, faisant de la place à une vérité que j'avais refusé de voir. Être stable avait toujours été traité comme un compliment. Mais maintenant, je voyais cela pour ce que c'était, un entraînement. Un entraînement pour rester silencieuse. Un entraînement pour porter le poids. Un entraînement pour ne pas poser de questions. Un entraînement pour être celle qui nettoyait le désastre, payait les factures, réglait la crise. Absorbait les conséquences. J'ai pensé à la voix de Scarlett la dernière fois qu'elle m'avait agressée. Pourquoi est-ce que tu fais toujours toute une histoire de tout? Comme si la responsabilité était du drame. Comme si poser des questions était une trahison. Comme si j'existais pour maintenir son monde ensemble. Un autre souvenir a refait surface d'années plus tôt. Scarlett, 17 ans. Sanglotant sur le siège arrière après avoir fait reculer la voiture de papa dans une boîte aux lettres. Maman s'était agitée autour d'elle, enroulant et cajolant, ce n'est rien. Chérie. Maya va s'en charger. J'avais conduit la voiture jusqu'au garage de réparation. J'avais payé la facture.
Scarlett ne s'était jamais excusée. Au lieu de cela, elle m'avait embrassé sur la joue et avait dit: Tu es la meilleure. Sérieusement. Je ne me sentais pas comme la meilleure maintenant. Je me sentais comme quelqu'un qui avait été manipulé de manière experte. Je ne savais plus où s'arrêtaient mes propres intentions et où commençaient leurs attentes. J'ai regardé à nouveau le tableur. Les chiffres racontaient une histoire. Mes souvenirs remplissaient le reste. J'ai repensé à papa. La façon dont il agrippait le bord du comptoir de la cuisine lorsqu'il était nerveux. La façon dont il évitait toujours de me regarder directement lorsque les finances arrivaient sur le tapis. La façon dont il disait: Nous gérons. Comme si gérer signifiait cacher des documents dans les tiroirs et espérer que je ne remarquerais rien avant qu'il ne soit trop tard. Je me demandais s'il avait essayé d'arrêter quoi que ce soit. Je me demandais s'il savait même à quel point c'était profond. Une prise de conscience a traversé mon esprit. Maman et Scarlett contrôlaient le flux d'informations depuis des années. Elles avaient construit tout un système pour me tenir à l'écart tout en me maintenant dans le rôle de réparatrice. Je n'étais pas tout à fait sûre de qui avait falsifié quoi ou de qui avait approuvé quoi. Mais je savais une chose, la vérité n'était pas un accident. C'était un schéma. Ma poitrine s'est serrée à nouveau, mais cette fois non pas par peur, mais par compréhension. J'ai fermé l'ordinateur portable doucement, sentant le poids de 14 ans se résumer à une seule pensée. Ce n'était pas quelque chose qui était arrivé du jour au lendemain. Il ne s'agissait pas de Noël. Il ne s'agissait même pas d'argent. Il s'agissait de la façon dont ma famille m'avait dressé pour disparaître derrière mon utilité. Il s'agissait de la façon dont elles avaient réécrit l'histoire de ce que j'étais censé être. Je me suis levée lentement, respirant le calme glacial de la pièce. Elle m'avait exclu de Noël. Mais bien avant cela, elle m'avait exclu de la vérité. Et maintenant que je pouvais enfin voir cette vérité clairement, je savais autre chose aussi. Je n'allais plus les laisser me cacher quoi que ce soit. L'enveloppe n'était pas là où je l'avais laissée. J'étais debout dans la cuisine, le tiroir grand ouvert, fixant l'espace vide où ce rectangle blanc cassé avait été coincé sous une pile de menus à emporter. Pendant un instant, je me suis demandé si je l'avais imaginé. Si l'épuisement de ces derniers jours avait tordu ma mémoire. Mais non, papa me l'avait remise en juin dernier. La faisant glisser sur mon comptoir avec un regard calme, presque solennel, que je n'avais pas su décoder. Ouvre-la quand tu en auras besoin, avait-il dit. Je n'avais eu besoin de rien ce jour-là. J'en avais besoin maintenant. J'ai vérifié les autres tiroirs, puis le panier sur le dessus du frigo. Puis l'étagère au-dessus du micro-ondes où je gardais les chargeurs et piles de rechange. Rien. Une étrange inquiétude est montée le long de ma colonne vertébrale. Qui l'aurait déplacé? Personne n'avait été dans mon appartement. Personne à part moi. Je me suis forcée à ralentir, à respirer et à réfléchir. Papa l'avait posé sur le comptoir. Je l'avais glissé dans ma boîte à paperasse, vieille déclaration d'impôt, garantie expirée. Manuel que je ne lisais jamais. J'ai ouvert le placard et tiré la boîte sur le sol. Quelques dossiers ont glissé. Derrière eux, niché au fond comme quelque chose qui s'était caché de moi, se trouvait l'enveloppe. Mes mains n'étaient pas stables quand je les ramassais. Le papier semblait plus doux que dans mon souvenir, usé sur les bords. Comme si le temps avait travaillé dessus en silence. Mon nom était écrit sur le devant de la main de papa, net, mais légèrement tremblant. De la façon dont il était devenu au cours des 2 dernières années. Maya. Juste cela. Pas de notes, pas d'indices. Je me suis assise à la table à manger, l'enveloppe froide contre le bout de mes doigts. Et j'ai laissé le poids du moment s'installer. Papa n'était pas un homme qui partageait ses sentiments, encore moins qui les écrivait. S'il avait mis quelque chose par écrit, cela signifiait qu'il ne se faisait pas confiance pour le dire à haute voix. Ou peut-être qu'il ne faisait pas confiance à la maison.
À maman ou à Scarlett pour le laisser le dire. J'ai glissé un doigt sous le rabat et l'ai ouverte lentement. À l'intérieur se trouvait une pile de papiers agrafés ensemble et une petite note lignée pliée 2 fois. Le trombone tremblait légèrement dans mes mains lorsque j'ai soulevé la première page. Des relevés bancaires. Les transactions étaient petites au début, $60, $85, $120 dans des épiceries, des pharmacies, des dépanneurs, puis des retraits plus importants. $800 dans une boutique près de l'appartement de Scarlett. $1400 d'un atelier de réparation automobile que je ne reconnaissais pas. Un virement de $350 vers un magasin que Scarlett marquait souvent sur Instagram. J'ai dégluti difficilement. Mon nom n'était sur aucun de ces comptes. Mais je savais que mon argent avait indirectement couvert la moitié d'entre eux. Chaque fois que maman venait me dire que les temps étaient durs ce mois-ci. Chaque fois que Scarlett avait pleuré à propos d'une mauvaise passe. J'étais intervenue sans poser de questions. J'avais supposé que l'argent allait là où elle disait qu'il allait. Ce n'était pas le agi. J'ai continué à tourner les pages. Des reçus étaient agrafés aux pages. Des notes de la main de papa apparaissaient dans les marges, minuscules, serrées. Comme s'il les avait écrites tard dans la nuit, craignant que quelqu'un ne les voie. Nécessaire pour Scarlett. Couvrir jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. Janet a dit qu'elle s'en chargerait. Puis une phrase encerclée 2 fois, ne peut pas laisser Maya savoir. Elle en a fait assez. Ma gorge brûlait. J'ai pris la page suivante. C'était un email imprimé entre papa et un conseiller financier. L'objet a fait chuter mon estomac, option de refinancement. J'ai lu. Le conseiller prévenait que refinancer à nouveau pouvait être risqué. Papa écrivait que le dernier paiement avait été manqué parce que Scarlett avait promis qu'elle s'en occuperait. Une autre ligne, Janet pense qu'il vaut mieux laisser Maya en dehors de ça. Elle a sa propre vie. J'ai serré le papier si fort qu'il s'est froissé autour de mes doigts. Il coulait à pic. Et au lieu d'appeler la fille qui avait sauvé leur maison une fois, il s'était tourné vers la fille qui l'écoulait. J'ai déplié la petite note en dernier. L'écriture de papa remplissait le centre de la page, tremblante mais délibérée. Maya, j'ai fait des erreurs. Ta mère aussi. Nous pensions la protéger. Je ne sais pas comment défaire ce qui a été fait. Tu mérites de savoir. S'il te plaît, prends soin de toi. Simple, lourd. Une confession sans détail. Des excuses sans remède. Mais le bas de la note contenait une ligne barrée avec force, il y a autre chose. Demande-moi quand tu seras prête. Le bout de mes doigts a effleuré l'encre. Les mots étaient encore faiblement visibles sous les traits durs du stylo. Quelque chose d'autre? Quelque chose de plus grand que le refinancement? De plus grand que les prêts? De plus grand que la tromperie tissée à travers chaque partie de mon histoire financière? J'ai jeté un œil en arrière sur la pile de documents. Des schémas émergeaient comme des ecchymoses sous une lumière tamisée, les dépenses de Scarlett, les excuses de maman, le silence de papa, et moi toujours là, toujours couvrant, toujours réparant, toujours la personne stable. Ils avaient compté sur moi pour maintenir le sol stable sous leurs pieds alors même qu'ils creusaient les trous plus profondément. Ma poitrine s'est serrée alors qu'un autre souvenir refaisait surface. Papa debout dans le garage l'été dernier, brassant des enveloppes, ayant l'air épuisé d'une manière qui m'avait effrayée. J'avais demandé s'il avait besoin d'aide. Il avait dit non. Il avait insisté. Mais maintenant, en voyant les dates sur ses papiers, je savais qu'il avait menti ou peut-être qu'on ne lui avait pas permis de me dire la vérité. J'ai tourné une autre page et me suis figée. Attachée au dos se trouvait l'impression d'une demande de prêt. Mon nom était tapé dans le coin supérieur, non pas en tant que demandeur, mais en tant que garant. L'espace pour la signature était vide. Mais quelqu'un s'était exercé à copier ma signature dans les marges encore et encore. Des variations de mon nom,
mes initiales écrites de traits hésitants qui ne m'appartenaient pas. Mon souffle s'est bloqué. Je connaissais cette écriture. C'était celle de Scarlett. Les boucles des i, l'inclinaison inégale sur le M, elles correspondaient à ses notes du lycée. À ses listes de courses, à la façon dont elle signait ses cartes d'anniversaire. J'ai pressé ma main contre mon front. La pièce semblait plus petite. Tout ce que j'avais soupçonné au cours des dernières 48 heures s'est soudain cristallisé en quelque chose d'indéniable. Scarlett n'avait pas seulement été insouciante. Elle n'avait pas seulement été irresponsable, émotive ou submergée. Elle s'était préparée, avait testé les limites, s'était exercée, et quelqu'un en maman, papa. Les deux l'avaient encouragée, l'avaient cachée, avaient amorti la chute. J'ai rassemblé les papiers en une pile nette. Même si mes mains tremblaient, je ne pouvais pas me laisser effondrer. Pas encore. Il y avait trop de choses que je ne comprenais pas, trop de choses qui m'avaient été cachées. Les réponses n'étaient pas seulement dans cette enveloppe. Elles étaient éparpillées dans les années derrière moi, des années que j'avais passées à résoudre. Des problèmes sans savoir que j'étais l'un des problèmes qu'il voulait résoudre en secret. Je suis restée assise immobile pendant un long moment, laissant la vérité s'installer dans l'espace autour de moi. Le réfrigérateur bourdonnait. Une porte de voiture a claqué dehors. La vie continuait comme si rien à l'intérieur de mon appartement n'avait bougé. Comme si rien dans ma famille ne s'était fissuré. J'ai fermé l'enveloppe et me suis levée, laissant son poids reposer dans ma paume. Mes parents avaient protégé quelqu'un toutes ces années. Mais ce n'était pas moi, et ce n'était pas eux-mêmes. C'était Scarlett. Et s'ils étaient allés si loin pour m'empêcher de voir la vérité? Je pouvais seulement imaginer à quel point les mensonges pouvaient aller plus loin. Je me suis rendue à la fenêtre, regardant la neige descendre en spirale silencieuse. Mon reflet me fixait en retour fatigué, secoué. Mais soudain éveillé d'une manière que je n'avais pas été depuis des années. Quoi que ce soit, quoi que papa ait barré de sa note sous la mention, quelque chose d'autre. J'allais le trouver. Et je n'allais plus les laisser me cacher autre chose. Je me suis réveillée le réveillon de Noël bien avant le lever du soleil, le genre de petit matin qui ressemble à une erreur. Mon corps était épuisé, mais mon esprit était éveillé depuis 3 heures. Rejouant chaque ligne des documents de l'enveloppe de papa, chaque signal d'alerte dans mon tableur. Chaque souvenir que j'avais autrefois adouci pour pouvoir continuer à aimer les personnes qui en étaient la cause. Au moment où la faible lumière du jour s'est glissée, j'ai abandonné l'idée de dormir et je me suis dirigée vers la cuisine, où le silence semblait trop bruyant. J'ai préparé du café par habitude plutôt que par envie. L'odeur a empli la pièce, chaude et familière, mais je n'ai pas pu me résoudre à prendre une gorgée. Je fixais la vapeur s'élevant de la tasse, pensant au SMS que maman avait envoyé la veille. Ne viens pas à la fête. 3 lignes assez tranchantes pour fendre des années d'obligations non dites. Cela aurait dû faire plus mal. Au lieu de cela, cela ressemblait à la dernière pièce du puzzle de la preuve. Mon ordinateur portable était toujours ouvert sur la table depuis la veille, son écran tamisé. Mais pas en veille. Lorsque j'ai tapoté sur les touches, le tableur a clignoté pour reprendre vie. Des rangées interminables de ce que j'avais payé, de ce que j'avais couvert. De ce dont j'avais été responsable, sans que personne ne le reconnaisse. Pendant un moment, j'ai simplement fixé les colonnes, laissant la lueur illuminer la cuisine sombre comme une lumière d'interrogatoire silencieuse. Puis mon téléphone a vibré. Une notification de message vocal. Numéro inconnu. Horodatage, il y a 2 semaines. Mon estomac s'est noué. J'ai appuyé sur lecture. La voix d'un homme, professionnelle mais chaleureuse, a empli la pièce. Bonjour. Ici Tom Reeves de la First Capital Credit Union. J'appelle pour Maya Hartman. Je voulais simplement confirmer une demande de co-signature soumise le 30 octobre pour une nouvelle ligne de crédit personnel enregistrée au nom de Scarlett Hartman. Si vous pouviez nous rappeler pour vérifier l'autorisation.
Nous l'apprécierions. Il a énuméré un numéro, m'a remercié et a mis fin à l'appel. Je suis resté figé. Scarlett avait essayé d'ouvrir un prêt avec mon nom rattaché et n'avait même pas pris la peine de me le dire, pas même un SMS. Rien. Elle avait simplement soumis mon identité comme une ressource à sa banque, comme si elle commandait à manger. Une lente vague de froid m'a traversée. J'ai réécouté le message vocal une fois, 2 fois, une 3e fois. Le ton n'avait pas changé, mais le sens devenait plus lourd. La banque avait suspendu la demande uniquement parce qu'elle ne pouvait pas me joindre. Si j'avais répondu à un appel indésirable ou si j'avais répondu sans réfléchir, le prêt aurait peut-être déjà été actif. Ma signature falsifiée, mon crédit risqué. Ma vie traitée comme une clé de rechange qu'elle pouvait prendre sans demander. J'ai ouvert à nouveau mes emails et j'ai cherché dans mon dossier de spam sur un coup de tête. Une série de messages est apparue, le plus ancien datant de près d'1 an, merci pour votre demande. Veuillez confirmer votre intérêt. Dernière tentative pour vous joindre concernant votre demande de crédit. Tous adressés à moi. Tous faisant référence à des demandes que je n'avais jamais déposées. Mes mains tremblaient. Scarlett faisait cela depuis plus longtemps que je ne l'avais réalisé. J'ai cliqué sur les emails. Chacun étant une trahison silencieuse enveloppée dans un langage d'entreprise poli. Un message listait même le numéro de téléphone de vérification qu'elle avait utilisé, mon numéro. Mais avec un chiffre en moins. Une ruse, une astuce. Elle s'était intentionnellement désignée comme le contact joignable pour que les appels ne m'arrivent pas. J'ai pressé une main contre mon front alors que la réalité s'installait, tranchante et indéniable. Scarlett n'avait pas utilisé mon nom par accident. Elle n'avait pas mal compris la paperasse. Elle n'avait pas paniqué ou commis une erreur ponctuelle. Elle avait planifié cela. Elle s'était exercée. Elle avait supposé que je ne remarquerais jamais. J'ai ouvert à nouveau le tableur. Parcourant les années de correctifs financiers que j'avais fait pour eux. Les paiements de loyer, les courses, les découverts, les factures médicales. Les réparations dont ils ne voulaient pas s'occuper. Tant d'urgences qui n'étaient que des moments où quelqu'un n'avait pas envie de prendre ses responsabilités. Et Scarlett, toujours Scarlett, planait au centre de tout cela. Émotionnellement fragile, financièrement irresponsable. Spirituellement allergique à l'obligation de rendre des comptes. J'avais passé des années à absorber les retombées de ses choix parce que maman disait qu'elle avait besoin de protection. Maintenant, je réalisais que Scarlett n'était pas fragile. Elle avait le sens du privilège. Le genre de privilège qui prend racine lorsqu'une famille l'arrose d'excuses. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai regardé par la fenêtre. La neige avait commencé à tomber, douce et silencieuse, se posant sur le rebord comme de minuscules confessions blanches. Pendant un bref instant, j'ai tout ressenti et rien du tout à la fois. Le réveillon de Noël signifiait autrefois se réveiller tôt, préparer des plats. Organiser des trajets en voiture, s'assurer que papa prenait ses médicaments. S'assurer que maman n'oubliait pas les cadeaux. S'assurer que Scarlett ne plongeait pas dans une autre crise. Cela signifiait autrefois responsabilité, obligation, travail déguisé en amour. Cette année, je n'étais pas invitée. Et pour la première fois, je n'étais pas désespérée à l'idée de réparer cela. J'avais besoin de réponses, pas d'invitation. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai composé le numéro du message vocal. Mon cœur battait fort dans ma poitrine alors que la ligne sonnait. First Capital Credit Union. C'est Alex, a répondu une voix enjouée. Bonjour, ai-je dit en surveillant ma respiration. J'ai reçu un appel concernant une demande de cosignature à mon nom. J'aimerais avoir plus d'informations. Bien sûr, un instant. Du bruit de clavier, du papier qu'on feuillette, puis une pause assez longue pour confirmer ma peur. Oui, je vois cela ici, a-t-il dit.
Une ligne de crédit personnel soumise par une Scarlett Hartman. Elle a noté que vous étiez en voyage? Alors elle nous a donné un numéro de rechange pour vous joindre. J'ai senti mon estomac se retourner. Avez-vous reçu une signature, ai-je demandé. Nous avons reçu un scan, mais pour être honnête, cela ne semblait pas totalement cohérent. C'est pourquoi nous avons essayé de vous joindre directement. Mes doigts se sont serrés autour du téléphone. Il a hésité avant d'ajouter doucement, vous devriez probablement vérifier votre rapport de crédit. Madame. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, la gorge nouée. Scarlett avait falsifié mon nom. La vérité est tombée comme une expiration lente et douloureuse. Ce n'était pas de la maladresse. Ce n'était pas de l'immaturité. C'était de la fraude. Je me suis assise au bord du canapé, laissant le silence s'étirer. Dehors, la neige continuait de tomber. À l'intérieur, la vérité continuait de se former. Scarlett m'avait poussé hors de Noël, non pas parce qu'elle se sentait mal à l'aise, mais parce qu'elle ne voulait pas de moi à proximité lorsque les retombées arriveraient. Lorsque la banque appellerait, lorsque la signature falsifiée serait signalée. Lorsque maman et papa réaliseraient qu'elle avait creusé un trou dont ils ne pouvaient pas s'extraire par le charme. Ils avaient besoin de moi hors de l'image, hors de la conversation, hors de la pièce. Scarlett avait toujours supposé que mon silence était son filet de sécurité. Mais le silence n'était pas de la sécurité. C'était une permission. Et je la lui accordais depuis bien trop longtemps. Je me suis levée lentement, ma respiration se stabilisant. Tandis qu'une nouvelle clarté s'installait en moi. Je n'allais pas affronter Scarlett aujourd'hui. Je n'allais pas appeler maman. Je n'allais supplier personne d'expliquer pourquoi il pensait que je méritais d'être utilisée. J'allais me protéger. J'ai attrapé mes clés, mon manteau et le dossier contenant tout, la note de papa, l'impression de l'hypothèque, les emails, le tableur. En enfilant mes bottes, un nom a fait surface dans mon esprit comme une petite étincelle de mémoire. Nina Gresham, l'avocate que mon collègue avait mentionnée un jour. Celle qui était spécialisée dans l'exploitation financière et la protection des biens familiaux. J'ai ouvert le tiroir près de la porte et j'ai fouillé dans les vieux papiers jusqu'à ce que je trouve sa carte de visite coincée entre un reçu de pressing et un formulaire de garantie. Je l'ai levé vers la lumière. Une note manuscrite en bas disait « Appelle-moi s'il t'utilise ». La neige continuait de tomber dehors, douce et sans hâte. Demain, je l'appellerai, et pour la première fois de ma vie. Je n'appellerai pas pour réparer ma famille. J'appellerai pour me protéger d'eux. Le vent dehors était assez mordant pour faire gémir les fenêtres lorsque je me suis réveillée le lendemain de Noël. Mais l'air à l'intérieur de mon appartement semblait étrangement immobile. Comme si le monde retenait son souffle avec moi. Je suis restée allongée là un moment, fixant le plafond, consciente de la lourdeur dans ma poitrine. Mais aussi de quelque chose d'autre, de plus calme, la résolution. Pas de nouveaux messages. Pas d'excuses. Pas même une question demandant si j'allais bien. Bien sûr, il n'y en avait pas. Ma famille avait passé des années à faire semblant que mes sentiments étaient un luxe qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Je suis sortie du lit, j'ai fait du café que j'ai à peine goûté. Et je me suis assise à la table avec la carte de visite que j'avais extirpée du tiroir la veille au soir. Le nom imprimé dessus semblait plus lourd maintenant, Nina Gresham. Avocate en protection des actifs financiers et familiaux. En dessous, la ligne manuscrite me fixait, « Appelle-moi s'il t'utilise ». Quelle phrase facile à écrire pour quelqu'un d'autre. Quel poids d'une vie entière ces 5 mots transportaient pour moi. J'ai composé le numéro. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'une voix calme et sèche ne réponde. Cabinet d'avocat de Nina Gresham. Ma gorge s'est nouée. Bonjour, je m'appelle Maya Hartman. Je crois que j'ai besoin d'aide. Il y a eu une pause. Pas suspicieuse, pas impatiente, juste à l'écoute.
Êtes-vous disponible aujourd'hui, ai-je demandé. Venez à 10 heures, a répondu l'assistante. Apportez tous les documents que vous avez. J'ai vérifié l'horloge. Il était 8h40. 2 heures pour rassembler 14 ans. Je me suis déplacée dans mon appartement, rassemblant des papiers en une pile, l'enveloppe de papa, les impressions d'hypothèque, les captures d'écran de mon tableur, les emails que Scarlett avait envoyés par erreur, l'enregistrement du message vocal de la Crédit Union. Chaque élément de preuve ressemblait à une brique que j'avais portée sans le savoir. Lorsque j'ai enfin fermé la fermeture éclair du dossier, il semblait presque trop lourd à soulever. La route à travers la ville a été silencieuse. La neige de la veille s'était transformée en givre, les rues pâles et glissantes. Je n'arrêtais pas de rejouer ma conversation avec le représentant de la Crédit Union. Son ton prudent quand il disait que la signature ne semblait pas cohérente. Cette phrase avait tourné en boucle dans mon esprit toute la nuit. Scarlett avait signé mon nom. Scarlett avait utilisé mes informations. Scarlett avait supposé, attendu, que je ne le découvrirais pas. Le bâtiment où se trouvait le bureau de Nina était situé dans une rue secondaire près du quartier du tribunal. Une vieille bâtisse victorienne transformée en bureau. Elle était haute, avec des garnitures blanches et de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière de l'hiver. Le genre d'endroit qui donnait l'impression d'avoir vu trop de vérité pour être impressionné par quoi que ce soit. J'ai monté les marches, serrant le dossier, mon souffle embué dans le froid. À l'intérieur, le bureau sentait vaguement le produit à polir au citron et le papier. Une femme au bureau a levé les yeux, a offert un petit sourire entendu et m'a fait signe de m'asseoir. Avant que je ne puisse le faire, une porte s'est ouverte. Maya, a appelé une voix. Je me suis retournée. Nina était plus petite que je ne l'imaginais, la cinquantaine, avec des cheveux sombres striés d'argent et des yeux assez perçants pour couper du verre. Elle ne m'a pas serré la main. Elle a simplement fait un geste vers son bureau comme si elle m'attendait depuis des mois. Et non des minutes. Viens, a-t-elle dit. Parlons. Son bureau était simple. Pas de photos de famille, pas de désordre, juste un grand bureau. Des lignes épurées et une lampe projetant une lumière douce sur la surface. Dis-moi ce qui t'amène ici, a-t-elle dit. Pour la première fois depuis des jours, j'ai expiré sans avoir l'impression que j'allais briser. Je lui ai tout raconté, le message de Noël, le message vocal de la banque, la fausse demande de crédit, l'enveloppe de mon père, le refinancement, les factures, le schéma. Le silence, l'attente, l'épuisement. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. Ma voix est restée stable, non pas parce que je n'avais pas mal, mais parce que la douleur s'était calcifiée en vérité. Nina a écouté sans interrompre, ses doigts reposant légèrement sur un stylo qu'elle n'a jamais utilisé. Quand j'ai eu fini, elle a hoché la tête une fois, non pas par surprise, mais par reconnaissance. Ce que tu décris, a-t-elle dit, n'est pas un malentendu. C'est une exploitation financière et émotionnelle systémique. Mon souffle s'est bloqué. Exploitation systémique. Des mots que je ne m'étais jamais autorisé à envisager. Tu as agi en tant qu'aidante financière, a-t-elle poursuivi. Non payée, non reconnue. Et probablement manipulée pour garder le silence. Ta famille a appris que tu ne dirais pas non. Alors ils ont arrêté de te donner des chances de le dire. J'ai avalé difficilement. Ce n'est pas ta faute, a-t-elle ajouté. Quelque chose en moi a fléchi. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin de quelqu'un, de n'importe qui, pour dire cela. Nina a attrapé le dossier que j'avais posé sur son bureau. Elle ne s'est pas pressée. Elle a étalé les documents en rangées nettes, survolant chaque page. Ses yeux perçants et indéchiffrables, relevés hypothécaires, retrait bancaire. La signature falsifiée, les notes griffonnées de Scarlett, l'enveloppe de papa. Elle a tapoté légèrement un papier. Ici, a-t-il dit.
C'est illégal. Son doigt s'est déplacé vers un autre. Ça aussi. Puis un autre. Et celui-ci est coercitif. Je l'ai regardé, sentant quelque chose bouger. La peur se transformant en validation. La confusion se transformant en certitude. Après plusieurs minutes, elle s'est adossée. Tu as besoin de protection, a-t-elle dit. Légale, financière et émotionnelle. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Nous allons commencer par créer une structure qu'ils ne peuvent pas saper, a-t-elle dit. Une fiducie privée. Tu achètes la maison. Mais tes parents conservent des droits de résidence à vie. Ils ne peuvent pas refinancer. Ils ne peuvent pas emprunter dessus. Ils ne peuvent plus jamais ajouter ton nom à quoi que ce soit. Et ta sœur? Elle a fait une pause. Ta sœur n'a accès à rien. J'ai expiré lentement. C'était la première fois que quelqu'un disait à haute voix ce que j'avais commencé à ressentir. Mais que je n'osais pas articuler. Et les dettes, ai-je demandé. Si tu choisis de les payer, a-t-elle dit, nous documentons chaque transaction. Signé. Notarié. Pas d'ambiguïté, pas de culpabilité exploitée contre toi plus tard. Je l'ai fixée, stupéfaite de voir à quel point elle rendait cela simple. Simple, pas facile, mais clair. Qu'en est-il de la demande de prêt, ai-je demandé doucement. Nous allons placer une alerte à la fraude sur ton crédit auprès des 3 agences. Et un gel. Personne? Pas même toi, ne pourra ouvrir un nouveau crédit sans le débloquer d'abord. Un gel. Une barrière littérale entre mon identité et l'accès qu'en avait ma famille. Puis elle a dit quelque chose qui ressemblait à une porte qui s'ouvrait en moi. Tu as passé toute ta vie à faire de la place pour eux. Il est temps de faire de la place pour toi-même. J'ai cligné des yeux rapidement, ne me faisant pas confiance pour répondre. Nina a croisé ses mains. Nous commençons aujourd'hui. Elle a fait glisser 3 formulaires vers moi, gel du crédit, alerte à la fraude. Initiation de fiducie. Je les ai signés un par un. Chaque signature ressemblant moins à un gribouillis et plus à une réclamation. Quand j'ai eu fini, Nina a rassemblé le tout dans un seul dossier. Tu n'es plus seule. Ces mots m'ont presque brisé. Je l'ai remerciée, bien que le mot semblait trop petit pour ce qu'elle venait de faire. Dehors, le froid m'a frappé immédiatement, le genre de frisson qui me piquait les yeux. Mais pour la première fois, le froid ne semblait pas lourd. Il semblait clarifiant. Dans la voiture, mon téléphone a vibré. Un autre message vocal de maman, sa voix sèche, sur la défensive, accusatrice. Je n'ai pas écouté tout le message. Je l'ai supprimé. Je me suis assise sur le siège du conducteur et j'ai fermé les yeux. Demain, le vrai travail commencerait, réunion, signature, limite, conséquences. Mais ce soir, pour la première fois, je ressentais quelque chose proche de la paix. Je n'étais plus la personne stable. J'étais celle qui fixait les conditions. Le trajet de Colorado Springs au Missouri a semblé plus long que d'habitude. Comme si les routes d'hiver s'étaient étirées juste pour me faire digérer tout ce que je savais désormais. Le givre s'accrochait au bord du pare-brise. Le ciel d'un argent terne qui donnait au monde entier l'air fatigué. Mes mains sont restées fermement agrippées au volant. Peu importe le nombre de fois où je me disais de me détendre. Aujourd'hui ne concernait pas la confrontation, pas la version bruyante. Il s'agissait de la vérité, de tout mettre enfin sur la table sans laisser de place aux excuses ou à la culpabilité. Quand j'ai tourné dans la rue de mes parents, les maisons familières avaient l'air petites et usées. Comme si elles avaient rétréci en mon absence. Le vieux érable devant leur pelouse avait perdu la plupart de ses feuilles. Ses branches nues et squelettiques se découpant sur le ciel. La porte du garage était entr'ouverte de quelques centimètres. À travers cette fente, j'ai vu mon père debout là. Fixant une pile de papier dans ses mains comme s'il s'agissait d'un puzzle qu'il ne pouvait pas résoudre.
Le voir ainsi, toujours fragile sans le vouloir, a envoyé une étrange douleur dans ma poitrine. Il a levé les yeux quand ma voiture est entrée dans l'allée, mais il n'a pas fait signe. Il a juste regardé, son expression indéchiffrable. Maman a ouvert la porte avant même que j'atteigne les marches, s'essuyant les mains sur un torchon. Bien que rien dans la cuisine ne sentît la cuisine. Son sourire était rapide. Trop rapide. Le genre qu'elle utilisait quand elle voulait que quelque chose ait l'air normal. Maya, a-t-elle dit, en touchant légèrement mon bras. Nous sommes contents que tu sois là. C'était le même ton qu'elle utilisait quand elle voulait me distraire enfant. Trop chaleureux, trop répété. Je l'ai dépassé, sentant le désordre familier pressé de tous côtés, papier, prospectus. Enveloppe non ouverte. Des années de chaos déguisé en vie quotidienne. Où est Scarlett, ai-je demandé. Dehors, a dit maman immédiatement. Cours de yoga. Bien sûr qu'elle y était. Avant que je ne puisse dire autre chose, un coup a retenti à la porte. Maman s'est figée. Papa a émergé du garage, s'essuyant les mains sur sa veste. Le coup a retenti à nouveau. Ferme, calme. Le visage de maman a pâli, la confusion se transformant en quelque chose de plus ferme. Pourquoi une avocate est-elle ici? Elle est là pour moi, ai-je dit, en gardant ma voix stable, et pour vous. Maman a cligné des yeux rapidement. C'est une affaire de famille. Nous n'avons pas besoin d'avocats impliqués dans notre maison. Papa n'a rien dit, mais j'ai vu sa mâchoire se tendre. Nina est entrée sans attendre d'invitation. Elle était polie, posée, mais sa présence a rempli la pièce comme une alarme silencieuse. Sa notaire a suivi derrière elle, portant une petite mallette. Bonjour, a dit Nina. Asseyons-nous. Le salon semblait plus petit alors que tout le monde s'installait. Maman s'est perchée sur le bord du canapé, les doigts noués sur ses genoux. Papa s'est assis lourdement dans son fauteuil inclinable, les yeux oscillant entre moi et le sol. Nina a posé un dossier sur la table basse, étalant les documents de la même manière qu'elle l'avait fait dans son bureau. Méthodiquement et avec détermination. Je suis ici, a commencé Nina. Parce qu'il y a des questions de stabilité financière et de protection des actifs qui nécessitent une attention immédiate. La tête de maman s'est redressée d'un coup sec. C'est inutile. Scarlett a dit qu'elle gérait la situation. Scarlett, a dit Nina d'une voix égale, a été impliquée dans des activités qui mettent ce foyer en péril. Le visage de maman a rougi. De quoi parlez-vous? Nina a poussé en avant le relevé de refinancement. Votre hypothèque est en retard. La respiration de maman s'est bloquée. Papa a fixé plus intensément le tapis. C'est privé, a murmuré maman. C'est devenu dangereux lorsque des signatures ont été falsifiées, a dit Nina. Papa a sursauté légèrement, comme frappé par un son que lui seul pouvait entendre. Maman a secoué la tête. Nous ne voulions pas l'inquiéter. Maya a sa propre vie. Elle a toujours eu plus que... Maman, ai-je dit, ma voix ferme mais calme. J'ai déjà sauvé cette maison une fois. On aurait dû me le dire avant que vous ne refinanciez à nouveau. Avant que des paiements ne soient manqués. Maman s'est tournée vers moi, les yeux humides et écarquillés. Nous essayons de ne pas t'accabler. Scarlett a dit qu'elle pouvait gérer. Elle a dit qu'elle ne voulait pas. J'ai dit qu'elle ne le pouvait pas. Le silence a envahi la pièce. Nina a fait glisser un autre document, la demande de crédit avec ma signature falsifiée. Maman a couvert sa bouche. Papa a poussé un son entre un grognement et un soupir, quelque chose de profond et de fatigué. C'est de la fraude à l'identité, a dit Nina. Votre fille a tenté d'utiliser le crédit de Maya sans son consentement. C'est une infraction pénale grave. Maman a dégluti difficilement. Ce n'était pas censé être illégal.
Scarlett était juste dépassée. Elle a dit que Maya prenait toujours soin d'elle. Elle a dit que j'aiderais, ai-je fini pour elle. Que je le ferais toujours. Papa a finalement levé les yeux. Ils étaient rouges. Elle nous a dit que tu n'avais pas besoin de savoir, a-t-il murmuré. Elle a dit que cela ne ferait que t'upset. Papa, ai-je dit doucement. Tu aurais dû me le dire. Son visage s'est froissé, pas bruyamment. Juste assez pour que je sente quelque chose se déchirer en moi. Nina a attendu que le silence s'installe avant de faire glisser un dernier document sur la table. C'est l'accord de fiducie, a-t-elle dit. Maya achète votre maison dans le cadre d'une fiducie privée. Vous conserverez des droits de résidence à vie. Mais vous ne pourrez plus refinancer, emprunter dessus ou utiliser la propriété comme garantie. Maman a cligné des yeux. Notre maison lui appartient maintenant? Ça a toujours été le cas, ai-je dit doucement. Je l'ai sauvée une fois. Cette fois, je la protège. Maman a pris le papier en tremblant des mains. Papa a fixé la deuxième page, ses doigts planant au-dessus de la ligne de signature. Qu'est-ce que cela signifie pour Scarlett, a-t-il demandé, sa voix à peine audible. Cela signifie, a dit Nina, qu'elle ne peut pas accéder à cet actif et qu'elle ne peut pas utiliser les informations de Maya pour soutenir son mode de vie. Maman a tressailli. Elle ne va pas aimer ça, a-t-elle murmuré. Elle n'est pas obligée, ai-je répondu. Elle doit juste s'arrêter. Nina leur a tendu des stylos. Mes parents ont échangé un long regard, la peur, la culpabilité et la résignation se fondant en quelque chose de plus lourd. Puis papa a levé le stylo, expirant comme si l'acte lui-même lui coûtait des forces. Maman l'a regardé et a murmuré, « Est-ce qu'on fait la bonne chose ?» Papa a hoché la tête, bien que sa main tremblât. C'est la seule chose qui reste à faire. Il a signé. Maman a suivi, des larmes coulant sur ses joues. La notaire a tamponné les pages, le son net et définitif comme un marteau. Pendant un moment, personne n'a parlé. Puis maman a essuyé son visage et a dit, à peine audible, « Tu n'étais pas obligé de faire ça. » J'ai croisé son regard. Non, ai-je dit. Je ne l'étais pas. Elle a baissé les yeux. Je me suis levée, sentant le poids dans la pièce se déplacer. La maison était la même, mais tout à l'intérieur avait changé. Nina a rassemblé les documents, les a rangés dans sa mallette et m'a fait signe de la suivre. Quand je suis sortie, le vent d'hiver m'a frappé comme un réveil vif, tranchant, honnête. Derrière moi, à travers les murs minces de la maison, j'ai entendu la voix de maman, basse, urgente. Effrayée, elle est vraiment allée jusqu'au bout. Je t'avais dit qu'elle n'hésiterait pas. La réponse de papa a été plus douce, mais j'ai quand même attrapé les mots. On ne peut pas continuer à lui faire ça. J'ai descendu l'allée, chaque pas plus lourd que le précédent. Mais pour la première fois de ma vie, je ne m'éloignais pas pour préserver la paix. Je m'éloignais parce que la vérité avait enfin un endroit où se poser. Scarlett a débarqué 1 heure après le coucher du soleil, martelant la porte de mon appartement avec une force qui a fait trembler les gonds. 3 coups secs, parfaitement espacés. Parfaitement intentionnels, le genre qui me disait qu'elle les avait répétés sur le chemin. Je venais de m'asseoir avec une couverture et une tasse de thé, espérant une soirée calme après le chaos avec mes parents. L'univers avait apparemment d'autres plans. Je suis restée figée un moment. L'écho de ses coups se propageant dans la pièce comme un avertissement. Quand je me suis enfin approchée de la porte et que j'ai regardé par le Judas, ma souffle s'est bloqué. Elle était trempée par la bruine hivernale. Du mascara coulait sur ses joues, ses cheveux frisottés et collés à sa peau. Mais elle ne pleurait pas de tristesse. Ça, je le savais. C'était de la rage déguisée en chagrin d'amour. J'ai ouvert la porte de quelques centimètres. Elle n'a pas attendu. Elle l'a poussé plus grand et est entrée comme si elle avait tous les droits d'y être. Tu viens de tout gâcher,
a-t-elle dit, sa voix tremblant de l'effort de se contenir. Tu as la moindre idée de ce que tu as fait à cette famille? Je n'ai pas bougé. J'ai fait ce qui devait être fait. Scarlett a ri, un son sec et sans humour. Nécessaire? Vraiment? Tu nous as ridiculisés. Tu as ridiculisé maman. Et papa ne peut même pas te regarder après ce que tu as fait. J'ai poussé une lente expiration. Scarlett, ils ont signé parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Ils coulaient. Elle l'a foudroyé du regard. Parce que tu as fait en sorte que ça en ait l'air. Tu as fait en sorte que ça paraisse pire que ça. Ne l'était. Je me suis reculée pour qu'elle puisse faire les 100 pas, sachant qu'elle le ferait de toute façon. Elle avait toujours besoin d'espace lorsqu'elle piquait une crise. Et elle supposait toujours que le monde devait s'élargir pour s'adapter à elle. Elle a commencé à faire de grands gestes. Maman m'a appelée en sanglotant, disant que tu avais débarqué avec une avocate comme si nous étions des criminels. Comme si nous étions stupides. Tu as falsifié mon nom, ai-je dit calmement. Scarlett s'est figée. Puis elle s'est retournée. Les sourcils froncés comme si elle ne pouvait pas croire que je remettais cela sur le tapis, comme si c'était la partie impolie de cette conversation. Pourquoi est-ce que tu fouilles dans mes affaires, a-t-elle lancé. Pourquoi essaies-tu de me faire passer pour quelqu'un de mauvais? Tu as utilisé mon identité pour demander un prêt. Elle a levé les yeux au ciel et a poussé un quolibet. Je pensais qu'il ne t'appellerait pas. Il n'était pas censé le faire. C'était juste censé passer. Mon rythme cardiaque a ralenti pour devenir un choc froid. Donc, tu l'admets. Scarlett a croisé les bras, transférant son poids d'un pied à l'autre comme un enfant pris en train de mentir, mais toujours déterminé à gagner l'argument. Tu fais toujours des drames. Ce n'était pas de la fraude. C'était un raccourci. J'allais rembourser. Scarlett, tu as écrit mon nom sur une demande de prêt. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Elle n'a pas répondu. Sa mâchoire s'est serrée. Ses yeux naviguant dans la pièce comme si elle pouvait trouver une version de la réalité qui lui convenait mieux. J'ai dit à maman que tu réagirais de manière excessive, a-t-elle marmonné. Cette phrase a frappé comme une gifle. Elle a dit que tu aiderais, a ajouté Scarlett. Elle a dit que tu le faisais toujours. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas briser implique que c'était entier au départ. Non, quelque chose s'est déverrouillé. Quelque chose d'interne a cessé de faire semblant. J'ai attrapé le dossier que j'avais placé délibérément sur la table de l'entrée avant qu'elle n'arrive, je savais au fond de moi qu'elle viendrait. Je l'ai ouvert et j'ai sorti la demande de prêt avec la tentative de signature. C'est ça ton raccourci? Scarlett a regardé la page, l'imitation inégale de mon nom et la couleur a fui son visage. Pendant un moment, elle a eu l'air petite. Comme si elle voulait se ratatiner pour redevenir la version d'elle-même qu'elle utilisait comme bouclier. Mais ensuite son menton s'est relevé avec un défi pratiqué. Maman a dit que ce serait bien. Elle a dit que ça ne te dérangerait pas. Je l'ai fixé. Ça me dérange. Ses yeux ont vacillé. De la surprise, puis de l'insulte. Et alors? Tu nous punis maintenant? Tu me punis? Tu as pris la maison. Tu as piégé maman et papa avec ses règles stupides. Tu m'as complètement exclu. Je les ai protégés, ai-je dit. Je me suis protégée. La lèvre de Scarlett a tremblé. Mais ce n'était pas de tristesse. C'était de la frustration, celle qu'elle utilisait pour masquer la vérité. Tu te crois si parfaite, a-t-elle sifflé. Tu penses que tu es l'héroïne, mais tu as ruiné Noël. Et tu as fait pleurer maman pendant des heures. Une petite part cruelle de moi s'est demandé si maman avait pleuré parce qu'elle avait perdu l'accès à mon compte bancaire. Scarlett s'est approchée. Si tu annules la fiducie,
Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons faire comme si de rien n'était. Personne n'a besoin de savoir que tu es devenue folle et que tu as tout légalisé. Je l'ai fixé. Je ne suis pas devenue folle. J'ai vu clair. Elle a cligné des yeux, ne comprenant pas. Tu ne veux pas d'une sœur, ai-je dit, ma voix stable. Tu veux un accès. Elle a aspiré une inspiration tranchante. Comment oses-tu? Tu as falsifié mon nom, Scarlett. Ce n'est pas. Tu as volé mes informations. Ce n'était pas comme ça. Tu as menti à maman et papa. Elle a fermé sa bouche d'un coup sec, la fureur élargissant ses yeux. Tu as fait en sorte qu'on m'écarte de Noël pour que je ne sois pas là quand la banque appellerait. Ai-je dit? Avoue-le. Elle a détourné le regard, la mâchoire si serrée qu'un muscle a sauté dans sa joue. Son silence était plus honnête que tout ce qu'elle avait dit de toute la soirée. Une seule larme a glissé sur sa joue, mais même cela semblait militarisé. Maman ne te pardonnera jamais pour ça. J'ai ressenti les mots plutôt que de les entendre, une menace fatiguée, prévisible. Que maman utilisait depuis des années. Que Scarlett avait grandi en imitant. Je ne lui demande pas de le faire, ai-je dit doucement. Scarlett a frotté sa manche sur ses yeux, faisant de nouveau les 100 pas. Puis elle s'est arrêtée à la porte, agrippant la poignée comme si elle avait besoin de quelque chose de solide avant que son monde ne s'effondre. Tu penses que tu es libre maintenant, a-t-elle craché. Tu penses que nous exclure te renforte? Je n'ai pas haussé le ton. Je ne me suis pas avancée vers elle. Je n'ai pas l'expliqué. J'ai simplement dit, je comprends enfin où est la porte. Elle m'a fixé pendant une longue seconde, les yeux brûlants. Puis a ouvert la porte d'un coup sec. La lumière du couloir l'a encadrée lorsqu'elle est sortie, laissant des empreintes humides sur le sol. Joyeux Noël, Maya, a-t-elle dit amèrement, et elle a claqué la porte derrière elle. L'écho a fait vibrer l'air. Je suis restée dans le calme qui a suivi, le genre de calme qui n'était pas vide, mais propre. Frais, différent. Scarlett était partie, mais les dégâts qu'elle avait causés, la vérité qu'elle avait révélée, se répandaient toujours dans tous les coins de ma vie. Et le prochain appel que j'ai reçu ne venait pas d'elle. C'était d'un homme disant qu'il avait trouvé une boîte portant mon nom, une boîte remplie de choses que Scarlett n'avait jamais eu l'intention de me laisser voir. L'appel est arrivé juste après 9 heures le lendemain matin, au moment même où j'essayais de me convaincre de manger quelque chose. Le téléphone a vibré sur le comptoir, l'écran s'illuminant avec un numéro inconnu du Missouri. Pendant une seconde, j'ai envisagé de laisser aller la boîte vocale. Chaque appel du Missouri ces derniers temps avait apporté une nouvelle variation de déception. Mais quelque chose m'a tiré, alors j'ai décroché. Est-ce bien Maya Hartman? A demandé une voix rocailleuse. Oui, ai-je dit lentement. Cet homme. Je gère l'entrepôt de stockage de Fairview Street. Nous avons vidé une unité laissée après le nettoyage d'une propriété. Je crois que nous avons trouvé quelque chose avec votre nom dessus. Mon rythme cardiaque s'est arrêté. Mon nom? Oui. Madame. Écrit sur le côté d'une boîte. Je me suis dit que vous aimeriez y jeter un œil avant qu'on ne jette quoi que ce soit. Un frisson a rampé le long de l'arrière de mon cou. Qui a loué l'unité? Appartenait au précédent propriétaire, a-t-il dit. Un couple nommé Hartman. Mes parents. J'ai attrapé mon manteau avant même que l'appel ne soit terminé. Le trajet vers Fairview Street ressemblait à une descente plus profonde dans une histoire que je n'avais pas eu l'intention de découvrir. L'entrepôt se trouvait derrière une clôture en maille de chêne. Des rangées de portes métalliques pâles s'étendant sur un revêtement fissuré. Tom, un homme d'une 60aine d'années avec une chemise en jean et des yeux fatigués, m'a accueilli à l'entrée et m'a guidé dans les allées. Cette unité a été vidée la semaine dernière, a-t-il dit en marchant
Vos parents nous ont dit que la plupart étaient de la camelote. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Il s'est arrêté devant une petite unité ouverte. À l'intérieur, une seule boîte en carton reposait sur une table pliante. Les coins ramollis par l'âge. Mon nom de famille était inscrit sur le dessus avec un marqueur noir épais, Maya H. Je ne me souvenais pas avoir emballé quoi que ce soit de semblable. Je ne me souvenais pas avoir jamais stocké quoi que ce soit ici. Ce qui signifiait que quelqu'un d'autre avait écrit mon nom. Tom a croisé les bras. Je ne l'ai pas ouverte, a-t-il dit. J'ai pensé que vous devriez le faire. Mes doigts tremblaient lorsque j'ai soulevé le couvercle. Des papiers. Pas de photos, pas de décoration de vacances, pas de souvenirs oubliés, des papiers. Des dossiers, des reçus, des relevés, des pages volantes, des cahiers à spirale. Le tout mélangé comme si quelqu'un avait essayé de les cacher à la hâte. La première pile que j'ai retirée était un paquet de reçus. Des boutiques, des salons, des épiceries. Presque tous provenant d'endroits proches de l'appartement de Scarlett. Des frais que je ne reconnaissais pas. Certains correspondaient à des entrées de mon tableur, d'autres non. Puis j'ai trouvé pire, une demande de prêt à moitié remplie. La partie supérieure remplie de l'écriture de Scarlett, ses lettres en forme de bulles indubitables. La section du garant comportait mon email, mon ancien numéro de téléphone et mon ancienne adresse. La ligne de signature était vide. Mais les marges étaient remplies de tentatives tremblantes de mon nom. Des signatures d'entraînement. Des dizaines d'elles. Mon estomac s'est tordu. J'ai fouillé plus profondément dans la boîte et j'ai sorti un cahier à spirale avec une couverture bleue. La première page était intitulée Budget 2021-2023. À l'intérieur se trouvaient des listes de dettes de Scarlett, des soldes de cartes de crédit. Des dates d'échéance. À côté de plusieurs entrées, elle avait écrit « Demandez à maman si Maya peut t'aider. Utilisez le crédit de Maya. Elle ne dira pas non si c'est pour eux. Eux, pas Scarlett. Eux utilisant mon nom au nom de la famille comme si mon identité était une ressource du foyer. » Mes yeux ont piqué de chaleur, mais j'ai continué à tourner les pages d'autres gribouillis. Des notes sur les factures qu'elle prévoyait de reporter, un rappel d'appeler la banque. Une ligne qui m'a arrêté net, garder Maya en dehors de ça jusqu'à ce que les choses se tassent. J'ai dégluti difficilement. Le cahier a glissé dans mes mains. J'ai ramassé une autre pile de papier. Celle-ci dans une pile plus nette. L'écriture de ma mère sur la première page, liste des factures que Maya peut couvrir si nécessaire. Scarlett contrariée. Évitez de parler des finances. Maya paiera en silence. Ne la stresse pas. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Ma mère avait rédigé une liste réelle des responsabilités que j'allais absorber, comme si j'étais un plan de sécurité. Comme si j'étais une institution. J'ai continué à lire quand même quand cela faisait mal. Près du bas se trouvait une photocopie de mon permis de conduire. Derrière, des photocopies de formulaires avec mes informations dans les champs des demandes qui avaient été commencées mais non soumises. Ou peut-être qu'elles avaient été soumises et rejetées. Puis une feuille volante de papier ligné avec l'écriture de Scarlett à nouveau. Mais cette fois les lettres étaient hâtives, déchiquetées, obtenir un nouveau téléphone. Le numéro de Maya pourrait bientôt être signalé. Signalé parce qu'elle savait que ce qu'elle faisait était illégal. Parce qu'elle savait que les tentatives de prêt la rattrapaient. Parce qu'elle prévoyait de réessayer. Mes mains étaient froides, presque engourdies. Tom s'est déplacé maladroitement à proximité. Je ne voulais pas fouiner, a-t-il dit doucement. J'ai juste pensé que quelqu'un devait vous le donner. Il y a eu un homme ici la semaine dernière qui cherchait ça. Mais il n'a pas laissé de numéro. Je me suis redressée. Un homme? Tom a hoché la tête. Plus jeune, veste sombre. Vraiment agité. Il nous a dit de ne rien jeter. Il a dit que la boîte pouvait tout gâcher.
Un frisson froid s'est propagé le long de ma colonne vertébrale. Scarlett n'avait pas de petit ami à ma connaissance, du moins pas un que maman avait mentionné. Mais elle mentait facilement et fréquemment. A-t-il dit qui il était, ai-je demandé. Pas de nom, a dit Tom. Juste parti à la hâte quand je lui ai dit qu'on n'avait pas le droit de libérer quoi que ce soit. Sans une pièce d'identité valide. Pendant un moment, tout ce que je pouvais faire était de agripper les bords de la boîte pour me stabiliser. Quelqu'un d'autre savait que cette boîte existait. Quelqu'un d'autre s'inquiétait de ce qu'elle contenait. Quelqu'un d'autre essayait de s'assurer que je ne la voyais pas. J'ai rassemblé les papiers dans la boîte, bien que mes mains tremblaient encore trop pour les empiler proprement. Lorsque le couvercle est enfin retombé en place, j'ai senti une étrange stabilité creuse s'installer dans mes côtes. Il ne s'agissait plus de paiement manqué. Il ne s'agissait plus de l'irresponsabilité de Scarlett. Il ne s'agissait même plus de Noël. Il s'agissait d'années de choix cachés, des choix calculés faits dans mon dos. Il s'agissait d'un schéma conçu pour me maintenir dans l'obscurité et garder Scarlett à flot. Il s'agissait d'un système familial qui comptait sur mon silence. Tom m'a accompagné jusqu'à la voiture. Il m'a aidé à soulever la boîte dans le coffre et s'est essuyé les paumes sur son jean. Parfois, les choses que les gens essaient le plus de cacher sont celles qui ont le plus besoin de lumière, a-t-il dit doucement. Ces mots ont coulé plus profondément qu'il ne le pensait probablement. Je l'ai remercié, j'ai fermé le coffre et je suis monté dans la voiture. L'air froid mordait l'intérieur de mes poumons lorsque j'ai expiré. La boîte derrière moi pesait comme un poids sur l'ensemble du véhicule, traînant toutes mes années de complicité silencieuse dans le présent, où elles exigeaient enfin de l'attention. En quittant le parking, la neige a recommencé à tomber douce, silencieuse, implacable. Tout ce que j'avais besoin de voir était dans cette boîte. Et la première personne à qui j'allais le montrer était Nina. La boîte reposait sur le siège passager comme un être vivant, plus lourde que le carton n'avait le droit de l'être. Je me suis garé sur le parking vide d'une épicerie à 2 milles du bureau de Nina et j'ai coupé le moteur, laissant le silence m'engloutir. Mes mains tremblaient encore de l'entrepôt, des mots de Tom, de la vue de mon nom écrit sur des demandes que je n'avais jamais vues, jamais acceptées, jamais signées. Le chauffage cliquait doucement. Dehors, la neige flottait en spirale paresseuse, s'accumulant sur le pare-brise en fines feuilles. J'ai posé mon front contre le volant, respirant par le nez, expirant par la bouche. De la même manière que je le faisais lorsque les crises de Scarlett consommaient des pièces entières. Sauf que cette fois, c'était la vérité qui me consumait. Une feuille de papier volante avait glissé de la boîte lorsque je l'avais sortie de l'entrepôt. Elle gisait sur le siège à côté de moi, l'écriture déchiquetée de Scarlett. Utilisez le crédit de Maya. Elle ne dira pas non. Cette seule ligne a vidé quelque chose en moi. Je n'étais pas une sœur pour elle. J'étais une ressource, quelqu'un à qui emprunter, à qui prendre, à vider sans conséquence. J'ai ramassé la page et l'ai remise dans la boîte. Je ne pouvais plus rester assise ici. Nina avait besoin de voir tout cela. Le trajet vers son bureau semblait irréel. Mon esprit rejoint des scènes d'années dont je n'avais pas réalisé qu'elles étaient des signaux d'alarme. Scarlett me tendant ma propre carte de crédit avec un sourire en coin. Maman insistant sur le fait qu'elle gérait la situation pendant que je couvrais une autre facture. Papa disant, ne t'inquiète pas pour ta mère. Elle est déjà assez stressée. Combien de fois m'avait-il éloigné de la vérité? Combien de fois m'étais-je exécuté parce que je les aimais? Quand je me suis garé devant le bâtiment de bureau victorien, Nina était déjà à la porte comme si elle m'avait surveillée. Elle n'a pas fait signe. Elle a simplement hoché la tête une fois, calme et stable. Tu l'as apporté, a-t-elle dit lorsque je suis entré, ses yeux se posant sur la boîte. C'est pire que je ne le pensais, ai-je murmuré. Je m'y attendais, a-t-elle répondu.
Elle m'a conduite directement dans la salle de conférence. La longue table en bois brillait sous la lumière douce de la lampe. J'ai posé la boîte, le bruit sourd résonnant sous le plafond. Nina a sorti une paire de lunettes et m'a fait signe de m'asseoir. Voyons ce qu'ils t'ont caché. Mes mains ont plané au l'enveloppe pendant un moment. L'ouvrir ici ressemblait à arracher le dernier rideau. Exposant tout, la manipulation de ma famille, ma propre complicité. Toutes les façons dont j'avais été aveugle par choix ou par épuisement. Mais je l'ai ouverte quand même. Des papiers se sont éparpillés, reçus, relevés, cahiers, demandes. Nina a commencé à trier en silence. Elle a formé 3 piles avec une précision chirurgicale. Abus financier, a-t-elle dit, en tapotant la première pile reçue, retrait. Transaction qui n'avait aucun sens pour un foyer prétendument fauché. Utilisation abusive de l'identité, a-t-elle ajouté. En pressant sa main sur la seconde demande de prêt, la photocopie de mon permis. Les signatures d'entraînement, mon adresse email griffonnée de l'écriture de Scarlett. Et schéma de manipulation. Elle a fini, écartant les cahiers. Les listes que maman avait faites. Les notes que Scarlett avait écrites, les rappels pour me maintenir dans l'ignorance. Elle a tapoté la 3e pile avec son stylo. C'est la partie que les gens sous-estiment le plus. J'ai dégluti. La partie émotionnelle? Elle a hoché la tête. La manipulation est le fondement de chaque cas d'exploitation financière que j'ai jamais géré. Et ceci, elle a ramassé le carnet où Scarlett avait écrit ne dis rien à Maya avant la fin des vacances, est un plan directeur. J'avais la nausée. Une respiration tremblante s'est échappée de ma poitrine. Qu'est-ce que je fais maintenant? Nina n'a pas répondu immédiatement. Elle a ramassé la photocopie de mon permis de conduire, étudiant la légère courbure dans le coin laminé. Cela n'a pas été trouvé par accident. Quelqu'un a mis cela dans cette unité. Elle a sélectionné les signatures d'entraînement. Elle se préparait. J'ai pressé mes paumes contre mes cuisses. Je sais. Puis Nina a regardé la demande de prêt avec mes informations griffonnées. Et son expression s'est durcie. C'est suffisant pour déposer une plainte à la police. La pièce a basculé légèrement. Les mots plainte à la police ont résonné dans une voix qui aurait pu être la mienne ou celle de quelqu'un d'autre. J'ai imaginé Scarlett menottée, maman pleurant et me blâmant. Papa regardant ailleurs comme il le faisait toujours quand il ne pouvait pas supporter la vérité. Je ne suis pas prête à faire ça, ai-je dit. Pas encore. Alors, a convenu Nina, nous allons te protéger, que tu déposes ou non une plainte. Elle a plongé la main dans sa mallette et a sorti une pile de formulaires. C'est le plan de gel. Nous verrouillons chaque avenue que ta famille a utilisée pour siphonner ta vie. J'ai fixé la pile. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'après aujourd'hui, ils ne peuvent pas emprunter sur ton nom. Ils ne peuvent pas ouvrir de crédit. Ils ne peuvent pas refinancer en utilisant tes informations. Ils ne peuvent pas accéder à tes comptes financiers. Pas un pouce de ton identité ne leur sera disponible. Sa voix était calme, pas froide, pas enragée, juste factuelle, inébranlable. J'ai hoché la tête lentement. Dis-moi quoi signer. Nous avons passé la demi-heure suivante à travailler sur tout. Une alerte à la fraude auprès des 3 agences de crédit, un gel complet du crédit. Une demande de documentation pour chaque tentative de demande de crédit effectuée au cours des 12 derniers mois. Puis Nina a ouvert un dossier marqué amendement de fiducie. La maison de tes parents sera scellée, a-t-elle dit. Pas de nouveaux privilèges, pas de refinancement. Pas d'accès accordé à quiconque sauf aux fiduciaires indépendants que nous nommons aujourd'hui. Mon estomac a fait un saut. Scarlett ne pourra pas y toucher? Elle ne pourra pas respirer près d'elle, a dit Nina simplement. Et si elle essaie, la fiducie se verrouille automatiquement. Pendant un moment,
je suis restée assise là, laissant ces mots s'installer autour de moi comme un bouclier. Nina a fait glisser l'amendement vers moi. Signe ici. Au moment où j'ai signé le dernier document, 10 pages plus tard, ma main tremblait non pas par peur, mais de la sensation peu familière de prendre le contrôle. Tu réclames ta vie, a-t-elle dit, en m'observant attentivement. C'est à quoi cela ressemble. J'ai expiré lentement. Ça fait bizarre. Ça va devenir plus facile, a-t-elle répondu. Les limites semblent toujours fausses aux personnes qui ont été dressées pour les ignorer. Ces mots ont résonné profondément. Maintenant, a-t-elle dit, en s'adossant. Il y a une dernière étape. Elle m'a tendu une feuille de papier blanche. Écris une lettre au fiduciaire. Explique le schéma d'abus. Liste les tentatives de fraude et demande formellement qu'aucun membre de ta famille ne soit informé des changements. Sauf si la loi l'exige. J'ai fixé la page. Qu'est-ce que je dis? Des faits, a dit Nina. Uniquement des faits. Laisse la vérité suffire. Alors j'ai écrit ligne après ligne tout ce que j'avais découvert, tout ce qu'ils avaient fait. Tout ce que je ne pouvais plus ignorer. Quand j'ai eu fini, Nina a survolé la lettre et a hoché la tête. C'est le tournant, a-t-elle dit. J'ai glissé la lettre dans le dossier, et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression que le sol sous mes pieds était instable. Je me sentais ancré à moi-même, à la vérité, à la vie que j'avais enfin la permission de protéger. Dehors, le ciel s'était assombri, les nuages épais et bas. Je suis retourné à ma voiture avec le vent coupant mes joues, mais je n'ai pas eu froid. Mon téléphone a vibré. Une notification d'Experian, gel du crédit actif. Une autre d'Equifax. Une troisième de TransUnion. Les 3 verrouillées, protégées. Les miennes. Je me suis assise sur le siège du conducteur, regardant les notifications luire sur mon écran. Pendant des années, ma vie avait été quelque chose que les autres empruntaient. Plus maintenant. Les portes qu'ils avaient utilisées, certaines en silence. D'autres audacieusement étaient fermées maintenant, scellées. Et si quelqu'un essayait de les pousser à nouveau, je serais enfin de l'autre côté. L'appartement avait l'air différent quand je suis rentrée ce soir-là. Comme si quelque chose dans l'air avait changé sans permission. Pour la première fois depuis longtemps, le silence ne ressemblait pas à une punition. Il ressemblait à de l'espace vaste, intact, attendant que j'y entre. J'ai posé mes clés sur le comptoir et j'ai réalisé que je ne me préparais pas à un message vocal, à une urgence ou à une demande. Mes épaules, si habituées à se tendre, sont restées détendues. J'ai allumé une seule lampe dans le salon, laissant sa lueur chaleureuse s'installer dans les coins. Les guirlandes lumineuses que je n'avais jamais pris la peine de ranger scintillaient doucement. Contre la fenêtre. Je n'étais pas sûre de les aimer ou si elles m'étaient simplement familières. Mais pour la première fois depuis des jours, elles ne ressemblaient pas à des vestiges d'obligations que je n'avais pas honorées. Mon téléphone a vibré sur la table. 9 appels manqués de maman, 3 autres de papa. 2 SMS de numéros inconnus que je n'ai pas pris la peine d'ouvrir. Quand j'ai écouté le premier message vocal de maman, sa voix était sèche. Tremblant de détresse pratiquée, Maya. Ta sœur est dévastée. Tu nous as pris au dépourvu. Ce n'est pas ainsi que les familles gèrent les choses. Je l'ai supprimé avant qu'elle ne termine. Le message vocal suivant était plus calme, plus doux, destiné à inciter plutôt qu'à frapper. Tu n'étais pas obligé d'amener des avocats. Ton père est anxieux. Scarlett est sensible. Ça blesse tout le monde. Supprimé. Pas une seule fois elle n'a demandé si j'allais bien. J'ai posé le téléphone face contre terre et je suis allée à la cuisine, ouvrant le frigo sans vraiment chercher quoi que ce soit. Je n'avais pas faim. Je n'étais pas fatiguée. J'étais simplement immobile. Et cette immobilité ressemblait à de l'oxygène. Quelque chose m'attirait, une vieille habitude.
et j'ai attrapé mon agenda. Pendant des années, ma vie avait été un calendrier rotatif des besoins de la famille. Rappel de médicaments pour papa, rendez-vous chez le dentiste pour maman. Échéance de loyer pour Scarlett. J'ai tourné les pages vers le mois prochain et j'ai fixé les notes que j'avais écrites il y a des semaines par routine. Contrôle du cholestérol de papa. Nettoyage annuel de maman. Renouvellement du bail de Scarlett. Rappel de recommander des suppléments pour maman. Rappel de vérifier le remboursement du kilométrage de papa. Chaque ligne était la preuve d'une vie passée à soutenir celle de tous les autres. J'ai cliqué sur chaque rappel et j'ai appuyé sur supprimer, 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 supprimer. Chaque clic ressemblait à l'épluchage d'une autre couche d'attente sous laquelle je m'étais piégée. Je me suis arrêtée sur le dernier, loyer de Scarlett dû. Et pendant un instant, un souvenir a vacillé, moi virant de l'argent à minuit il y a 2 ans parce qu'elle avait oublié encore une fois. Et maman m'ayant supplié avec cette voix fragile qui me faisait toujours plier. Je l'ai supprimé. La pièce semblait plus légère. J'ai posé l'agenda et je me suis dirigée vers ma bibliothèque, passant mes doigts sur les tranches. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais lu quelque chose juste pour moi. Toutes ces dernières années tournaient autour de la gestion, de la réparation, de l'anticipation. J'ai tiré un roman au hasard, non pas parce que j'avais l'intention de le lire, mais parce que je voulais me souvenir de ce que c'était que de choisir quelque chose sans culpabilité. Le téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était papa. Son message vocal était lent, lourd, ta mère est bouleversée. Scarlett est. Eh bien. Elle est émotive. Tu n'avais pas besoin d'aller dans de tels extrêmes. J'ai appuyé sur supprimer dès que la culpabilité familière a commencé à monter dans ma poitrine. Puis j'ai pris une respiration, une longue, une nettoyante. Je n'étais plus tenue d'absorber cela. La réalisation m'a submergée comme de l'eau tiède. J'ai préparé le dîner, pas parce que quelqu'un l'attendait. Pas parce que quelqu'un avait besoin de moi. Pas parce que je devais me dépêcher d'aller résoudre une crise. J'ai cuisiné parce que mon corps demandait quelque chose de chaud, des légumes rôtis. Une tranche de pain au levain, un verre de vin que j'avais gardé pour une occasion spéciale. Ce soir semblait assez spécial. J'ai mangé lentement, savourant la nourriture au lieu d'avaler entre des appels téléphoniques ou de la culpabilité. L'appartement était silencieux, mais il n'était pas vide. Il semblait plein de choix, plein de souffle. Plein d'une vie qui avait de la place pour moi. Maintenant, après le dîner, j'ai nettoyé la vaisselle méthodiquement. Ce n'était pas une corvée. C'était ancré, une façon de récupérer de l'espace centimètre par centimètre. Puis, un autre souvenir a ressurgi, il y a des années, lors d'une fête de Noël. Je m'étais excusée du dîner parce que maman avait chuchoté que Scarlett s'était enfermée dans la salle de bain. Je me souvenais d'être restée dans le couloir, suppliant ma sœur de sortir pendant que la dinde refroidissait et que les invités échangeaient des regards gênés. Quand Scarlett était enfin sortie, le mascara toujours aussi strié, maman l'avait serrée dans ses bras et avait chuchoté, « Dieu merci, Maya est stable ». Ils n'ont jamais demandé si j'allais bien après avoir raté mon propre repas. Ce soir, j'ai mangé chaque bouchée. Plus tard, j'ai trié un tiroir de paperasse, vieux reçus, notes. Liste de médicaments que je gardais pour mes parents. J'ai déplacé tous les documents les concernant dans une boîte, pas pour les jeter. Juste pour les mettre de côté. Je l'ai étiqueté au marqueur noir épais, n'est plus de ma responsabilité. Le marqueur a crissement contre le carton, le son bizarrement satisfaisant. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un SMS cette fois, de Scarlett, tu as ruiné Noël et cette famille. J'espère que tu es fière. Quelque chose en moi s'est tu, puis est devenu plus clair. Elle n'a pas dit pardon. Elle n'a pas admis ce qu'elle avait fait. Elle n'a pas demandé si j'allais bien. Sa douleur n'était pas du chagrin. C'était la perte de l'accès. J'ai bloqué son numéro.
Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des décennies, la paix. Les heures ont filé. J'ai allumé une bougie, éteint les plafonniers et laissé la douce flamme projeter des ombres à travers la pièce. Ce calme, ce silence, n'était pas le genre qui vient de l'abandon. C'était celui qui vient de la réclamation d'espace. Mon téléphone a vibré une dernière fois vers 22 heures. J'ai failli l'ignorer, mais l'aperçu de la transcription a attiré mon œil. Votre mère m'a demandé de prendre de vos nouveautés. Elle s'inquiète de la façon dont vous pourriez réagir. La voix d'une femme. Quelqu'un que maman connaissait mais à qui elle ne voulait pas parler directement. Même maintenant, même après tout, ma mère voulait être rassurée. Elle n'était pas la méchante de sa propre histoire. Elle voulait s'assurer que je ne prévoyais pas de faire quoi que ce soit qui l'obligerait à ressentir de la culpabilité. J'ai fixé le message, la bougie vacillant à côté de moi. Ils ne s'inquiétaient pas de me perdre. Ils s'inquiétaient de perdre ce que je leur fournissais. La vérité est tombée doucement cette fois. J'ai posé le téléphone doucement et je me suis rendu à la fenêtre. Dehors, des flocons de neige flottaient en spirale lente, captant la lumière des lampadaires. Le monde avait l'air calme, propre. J'ai murmuré presque sans le vouloir, je suis enfin libre. Et je l'étais. Je n'ai pas répondu au message vocal. Je n'ai pas rappelé. Je n'ai pas expliqué moi-même ou adouci les contours ou offert du réconfort là où on ne m'en avait jamais donné. Pour la première fois de ma vie, j'ai choisi le silence non pas comme un fardeau, mais comme une limite. Je me suis blottie sur le canapé avec la couverture encore tiède d'un moment plus tôt. La bougie a vacillé une dernière fois avant de stabiliser sa flamme. Ma respiration a ralenti. Mon corps s'est détendu dans les coussins. Le silence ne m'effrayait plus. Il ressemblait à une porte. Et demain, je la franchirais. La lumière du matin n'était pas vive. Juste assez douce pour toucher les bords de l'appartement et me rappeler que le monde n'avait pas pris fin. Même si quelque chose en moi l'avait fait. Ou peut-être que quelque chose avait commencé. Je me suis tenue près de la fenêtre avec une tasse de thé réchauffant mes paumes, regardant la neige s'accumuler sur la rambarde comme une nouvelle couche de calme. Pour la première fois de ma vie, le silence ne ressemblait pas à de l'attente. Il ressemblait à de la paix. Pas d'appel manqué, pas de SMS frénétique. Pas de culpabilité qui dégouline à travers mes notifications comme avant. Juste de l'immobilité. Je me suis détournée de la fenêtre et j'ai commencé à nettoyer l'appartement, non par obligation. Non pour faire de la place pour quelqu'un d'autre, mais pour faire de la place pour moi-même. J'ai ouvert des tiroirs que je n'avais pas touchés depuis des années. Sortant des piles de vieux reçus, des notes pour les rendez-vous de mes parents. Des listes de courses qu'ils avaient envoyées. Des rappels que j'avais créés pour prendre soin des choses qu'ils oubliaient. Un par un, je les ai placés dans une grande boîte en carton, chaque facture payée en leur nom. Chaque note que j'avais écrite pour moi-même pour prendre des nouvelles de maman. Chaque impression des paiements en retard de Scarlett que j'avais couvert en silence. Tout le travail invisible d'une vie entière. J'ai scellé la boîte avec une bande de ruban adhésif ferme et j'ai écrit dessus au marqueur épais. N'est plus de ma responsabilité. Ce n'était pas de la colère. C'était de la clarté. Une limite tracée doucement mais de manière indéniable. En glissant la boîte au fond du placard, j'ai trouvé une autre enveloppe. Jaunie sur les bords datant d'il y a des années. L'écriture de Scarlett sur le devant. J'ai hésité, puis je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une facture d'hôpital d'une visite aux urgences il y a des années. Enregistrée sous contact principal, mon nom, mon numéro, mon adresse. Une autre décision qu'elle avait prise sans demander. Mais au lieu de la douleur familière, j'ai ressenti une étrange légèreté. Non pas parce que cela ne faisait plus mal, mais parce que j'avais enfin compris que la douleur n'était pas de ma faute.
J'ai mis l'enveloppe de côté et je suis retournée dans la cuisine, respirant le parfum chaleureux de l'ail rôti et du thym. J'avais commencé à cuisiner sans même m'en rendre compte, laissant mes mains bouger par instinct, coupant des légumes, frottant des herbes sur un petit poulet, préparant un repas qui n'était pas pour une foule ou pour la gestion de crise ou pour les préférences de quelqu'un d'autre. C'était juste pour moi. J'ai dressé la table lentement, intentionnellement, une assiette, une fourchette. Une serviette en lin que j'utilisais rarement. J'ai versé un verre de vin rouge, regardant la façon dont la lumière s'accrochait à sa surface. Et pour la première fois en plus d'une décennie, le dîner de Noël ne ressemblait pas à une représentation. C'était comme vivre. La première bouchée avait le goût du soulagement, chaud, savoureux, ancré. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée de la même manière que je n'avais presque rien savouré dans ma vie d'adulte. Personne n'a appelé pour interrompre. Personne n'avait besoin que je vienne les secourir. Personne ne s'attendait à ce que je répare les vacances. Quand j'ai fini de manger, j'ai lavé la seule assiette à la main et les séché avec le torchon que maman avait brodé pour moi quand j'étais partie vivre seule. Une petite boule s'est formée dans ma gorge, mais ce n'était pas du chagrin. Plus maintenant. C'était de l'acceptation. J'ai plié le torchon proprement et l'ai remis dans le tiroir. Puis je me suis assise à la table à nouveau avec 2 morceaux de papier à lettres. J'ai pris une grande respiration et j'ai écrit. Une lettre à mes parents, honnête, stable, sans blâme, je vous aime. Je l'ai toujours fait. Mais je ne peux plus porter le poids que vous avez placé sur moi. Je n'ai pas quitté la famille. Je suis simplement sortie d'un rôle qui me brisait lentement. Et un à Scarlett, plus court, plus simple. J'espère que tu apprendras à prendre tes responsabilités un jour. Je choisis un chemin différent maintenant. Un qui ne me fait pas mal à marcher. J'ai plié les 2 lettres et les ai glissées dans une enveloppe que je n'avais jamais eue. L'intention d'envoyer. Les écrire n'avait pas pour but d'être entendu. C'était pour lâcher prise. La dernière lumière du jour s'est effacée dans un gris doux. Des flocons de neige ont frappé doucement la fenêtre. Tout l'appartement bourdonnait d'un calme que je ne savais pas nommer. Je me suis blottie sur le canapé avec une couverture, laissant la douce flamme me envelopper de chaleur. Mon téléphone a vibré une fois, un vœu de vacances d'un collègue qui me connaissait à peine, mais qui se souciait de moi plus que la plupart des membres de ma famille ne l'avaient jamais fait. Le message m'a fait sourire de cette petite façon silencieuse dont on sourit quand quelque chose touche une vieille échymose doucement au lieu d'appuyer dessus. J'ai murmuré dans la pénombre, je vais enfin bien. Et pour une fois, je l'ai cru. J'ai pensé à tous ceux qui avaient porté trop de poids, qui avaient toujours été la personne stable, à qui on avait dit de se taire pour préserver une paix qui ne les incluait jamais. J'ai pensé au nombre de personnes qui avaient appris à se ratatiner pour une famille qui ne le remarquait pas. Cette histoire n'était pas seulement la mienne. Elle appartenait à tant d'autres comme moi. Si vous avez déjà eu à vous choisir pour la première fois, vous connaissez ce sentiment ? Le frisson de la liberté, la douleur des limites. La douceur d'une paix que vous ne saviez pas que vous méritiez. Merci de rester avec moi à travers tout cela. Si mon histoire vous a fait vous sentir compris ou vous a donné du courage, j'aimerais beaucoup que vous partagiez vos réflexions ci-dessous. Dites-moi si vous avez déjà dû poser une limite avec quelqu'un que vous aimez. Dites-moi si vous avez déjà récupéré une partie de votre vie que vous pensiez perdue. Et si vous aimiez entendre plus d'histoires comme celle-ci, des histoires sur la guérison, la vérité, le courage et le pouvoir tranquille de se choisir soi-même. Je serais reconnaissante si vous restiez, aimiez, vous abonniez, ou simplement reveniez pour la suivante. Après tout, parfois les histoires les plus courageuses sont les plus silencieuses que nous finissons par nous raconter à nous-mêmes.